Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne, bienvenue sur le Zénith, bienvenue à ceux et celles qui à l'instant prennent l'écoute ou encore le regard de ce programme, bienvenue à vous qui pour la première fois assurément vous nous écoutez, bienvenue également pour ceux-là qui prendront la route avec nous jusqu'à 12 heures, des éléments, des sujets, le Cameroun dans toute sa splendeur et sa réalité, non, on en reparlera encore ce matin. Eh bien on se réveille quand même avec une actualité qui fait bouger le sérail aujourd'hui. À partir de lundi, madame, messieurs, ils sont nombreux, pratiquement les ministres de la République qui vont être auditionnés au tribunal criminel spécial autour de la gestion des fonds Covid-19. Et bien là, en même temps, qu'est-ce qu'il en sera? Où en sortirons nous de ce tribunal criminel spécial avec des têtes qui seront coupées? Va-t-on bien sûr le dire que les résultats d'audit attendus par le Fonds monétaire international enfin trouvera une solution? Mais au regard de cette situation, on est toujours en droit de se demander pourquoi la moitié du gouvernement camerounais, quand on sait exactement qu'il y a justement dans la nébuleuse ceux et celles tapis dans l'ombre qui veulent tirer les ficelles derrière. Madame, messieurs, sujet extrêmement important. D'ici lundi, on en saura certainement un peu plus sur la question. Eh bien, on se réveille également ce matin avec, on va dire, quelques larmes aussi pour nos journalistes, pour la famille, des confrères du Cameroun et même du monde aujourd'hui, avec le décès d'un frère, d'un ami, Robert Charles Itok, qui est officier chez nos confrères de Canal 2 International. D'ailleurs, Robert Charles Itok, pour lui, ce matin, l'information est tombée comme on couperait. Il en est mort. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui justement ce départ brusque? On en profite bien sûr pour lui adresser à toute la famille des confrères, journalistes et bien sûr à ceux et celles qui l'ont connu, nos condoléances, dire également que nous aussi, nous sommes frappés. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement jusqu'à 12h. Bonjour à vous, Chalamène Bachou. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bon, Bengan Kandio, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La Côte d'Ivoire finira-t-elle par supprimer le poste de Premier ministre? De toutes les manières, je le souhaite. Il faut supprimer ce poste de Premier ministre. C'est même celui-ci, il est en évacuation sanitaire en Europe. C'est pas bon. Ce poste-là, supprimons d'abord. Voilà. Vous parlez bien de Patrick Achi. Oui, non, supprimons d'abord. Peut-être que ce poste commence à faire prévaloir la colère de nos ancêtres. Vous savez que sous Houphouët-Boigny, quand il a nommé l'actuel président Premier ministre à l'époque, les problèmes ont commencé. Est-ce que les ancêtres voulaient dire à Houphouët-Boigny qu'il ne fallait pas le nommer? Et lui, devenu président de la République aujourd'hui, ce poste devient comme hanté. Non, il faut regarder, il faut demander aux ancêtres ce qu'ils pensent de ce poste de Premier ministre en République de Côte d'Ivoire. C'est sérieux. Et bien sûr, ça sera on va bien évidemment le dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec l'un des hommes les plus mystérieux en Côte d'Ivoire, mais qui se fait ressentir chaque fois sur les réseaux sociaux au nom de Chris Yapi, à travers bien évidemment un documentaire rendu public hier. Et depuis le 11 mai, il est revenu sur le parcours trouble de l'actuel président en Côte d'Ivoire et ses grandes réalités. En tout cas, restez concentrés, madame, messieurs, sur le Zénith. On reviendra sur ces sujets. Assurément. Bonjour à vous, Isabelle Carozepet. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Bien le bonjour à vous. Bon vendredi, c'est fini la fête. Enfin, elle se poursuit jusqu'à dimanche. Bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, ça va. D'accord. C'est rassurant. Allez, n'oubliez pas, madame, messieurs, pour vous qui nous regardez en même temps, il y a cette interactivité que nous créons en permanence avec vous. Allez simplement vous abonner sur la page Equinox TV. Et là, c'est sur Facebook. Là-bas, laissez-nous tous vos commentaires. Et là, ça débat également. Il y a des réactions, mais alors on n'en plus finir à travers l'histoire du jour, à travers la colère et d'autres sujets évoqués dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et au-delà, bien sûr, les différents arguments évoqués sur ce plateau. Laissez-nous entendre également vos voix. Laissez-nous vous lire. Et merci millions de fois pour vos nombreuses critiques constructives. Nous n'avons pas la science infuse ici. Nous ne faisons que ce que nous savons faire et au mieux le faire. Allez, l'histoire de ce matin. Nous vous écoutons, Dominique Médoré. Il s'agit de quoi? L'histoire, le problème, le cas de ce matin nous est rapporté par une jeune femme de 28 ans qui malheureusement vient de perdre
celui avec qui elle a partagé quelques années de sa vie, son époux. Celui-ci a commencé à développer une tumeur et malheureusement, elle n'a été découverte que lorsqu'il était en phase terminale de cette maladie et malheureusement, la maladie a eu raison de lui. Donc, les familles ont établi le programme des obsèques et la semaine dernière, vendredi dernier notamment, était prévue la levée de corps. Donc, la jeune dame est arrivée à la levée et elle a trouvé beaucoup de membres de la famille. Et cette jeune dame s'est vue refoulée, rabrouée par sa famille. Ce jour-là, sa famille, sa belle famille notamment, lui a fait savoir qu'on ne pouvait pas faire la levée de corps de son mari pour la simple et bonne raison que elle est arrivée, elle était bien coiffée, elle avait une longue greffe, elle avait un make-up parfait, elle avait les ongles bien faits, elle était parfumée, elle avait un beau sac à main, elle était sur une paire de talons et elle était... D'aucuns ont dit qu'elle était un peu habillée comme si elle allait à son mariage. Donc la belle famille s'est sentie offusquée par cet accoutrement et a demandé que la bonne dame retourne. Donc la famille de la dame a trouvé que c'était un peu incongru de faire une fixette sur comment était leur fille et qu'il fallait simplement qu'on fasse le deuil de l'enfant qui était mort et tout. La famille du monsieur a dit jamais, au grand jamais, qu'elle rentre, qu'elle se démaquille, qu'elle se départisse de tous ces accessoires pour eux inutiles et qu'elle revienne pour qu'on fasse la levée. Donc une semaine après, la levée du monsieur n'a toujours pas été faite et voilà, la dame aimerait savoir comment les choses vont se faire, quel est le problème si elle est en tenue d'apparat pour accompagner son mari. Alors, vous nous dites qu'elle s'est habillée avec des greffes, qu'elle était coiffée, elle elle autant pour moi, était elle s'est coiffée avec une longue. Elle était chaussée. Comme si elle allait en mariage. Ça, c'est ce qu'on lui a dit, qu'elle était habillée là comme si elle allait se marier, sa belle famille Alors, notamment. on a estimé justement que parce qu'elle est mal vêtue, mal coiffée, Qu'elle est trop coiffée, trop vêtue, trop maquillée, trop chaussée pour un deuil. pour le deuil de leur fils. Et on n'a pas procédé à la levée du corps. Non, à la mise en on prière. a renvoyé la levée. Ça s'est soldé comment là-bas? Le corps a encore la manque. Puisqu'elle a dit qu'elle ne part pas, sa famille a dit qu'elle ne part pas, qu'on fasse la levée, la famille du monsieur dit que si elle ne part pas, il y a 0 levée de corps. Elle doit respecter notre fils, entre guillemets. Et elle est engagée à faire le défilé de mode le jour du deuil de son mari. Selon Bombok. Mais elle a refusé la levée pour échanger, ça lui coûtait quoi? Alors là, c'est assez fort quand même. Laissez-nous commenter, madame, monsieur. Elle choisit bien sûr d'aborder des vêtements particuliers. Le Non, jour elle de la avait levée. le blanc. D'accord. Elle a choisi de porter Mais le blanc au-delà et du son blanc, blanc scintillait Au-delà du blanc, à milieu. elle n'est pas dans la tenue du deuil, elle n'est pas dans le deuil, elle n'est pas dans l'esprit du deuil, selon la belle famille. Selon la belle famille. Voilà. Mhm. Mais est-ce qu'on devrait quand même dicter à quelqu'un le comment pleurer son mort? Est-ce que c'est parce qu'il y a des us et coutumes qu'il faudra en même temps respecter ces données? En tout cas, parlons-en. Bon Bengan, Isabelle Caro, Charles Ahmed, Dominique Audrey, laissez-nous vos commentaires. Et je commence par vous, Mbombo. Vous semblez justement dire qu'elle a choisi le jour de la levée du corps de son époux pour le défilé de mode. Pourtant, elle pleure son mari à sa façon. Comment vous comprenez ça? Je comprends que c'est une fille qui aime le pantouflisme. Elle ne pleure pas son mari, elle fait le défilé de mode. Nous avons connu ce genre de femmes. Il y a même eu l'association des veuves joyeuses ici à Douala. Et il s'était apparu comme si chaque femme voulait tuer son mari et adhérer à cette association. On a vu ça. Deuxièmement, c'est la famille qui observe le mariage de leur enfant. Quand les belles-sœurs viennent là, on leur dit, ils viennent dans notre frère s'est marié, ce sont les belles-sœurs qui dansent leurs femmes, c'est leurs femmes. Il y a donc une certaine attitude à adopter dès le départ. Charles Amel le disait encore hier, c'est une famille, vous entrez dans une famille, intégrez cette famille-là. La première chose que vous faites, c'est de changer le nom. C'est Madame Bengan qui vient.
vous n'êtes plus tel ou tel, vous êtes Madame Bengan. Elle a Donc, choisi d'aborder des vêtements particuliers. Elle a choisi d'être extravagante. Extravagante. Alors, et la famille justement de l'homme, si vous voulez, sa belle famille, estime que si elle ne se change pas, on ne pourra pas procéder à la mise en bière. Laissons d'abord là-bas C'est quoi le elle-même. problème? Je veux la comprendre elle-même. On parle quand il y a deuil. Ouais. Aïe, la veuve est pleurée. Elle est pleurée là. Quand on va lui adresser les condoléances, on adresse les condoléances à quelqu'un qui est éprouvé, éploré. Elle est éplorée. Dans votre terminologie des gens évolués, est-elle éplorée? Non. J'ai vu ça au Tchad dernièrement. La veuve de Dizévi vient faire le discours. Elle fait quoi là? Elle fait quoi là? Une veuve, ton mari décède, tu viens faire le discours. Tu fais c'est pour dire quoi? Qu'elle a mal. Justement, quand on a mal, on dit les grandes douleurs sont muettes. Même chez vous, en Occident, les grandes douleurs sont muettes. Et on dit la mort arrête tout. Donc même si on a vu certaines femmes qui avaient quitté le mariage, le jour quand leur mari décède, elles reviennent. On dit la mort arrête tout. On essaie de revoir quelle est la projection de la vie. Ici donc, la projection de la vie après la mort de son époux montre que la famille dit et on la soupçonne même. Pourquoi? Bon, ici, ils ne sont pas allés jusque-là, sûrement parce qu'on a vu que c'est pas elle qui a tué son mari. Mais pourquoi elle manifeste la joie lorsque sa moitié part? Alors, moi, je veux Donc, c'est ça le problème. Oui, à ce moment, elle-même en a fait un problème. Elle est extravagante dans sa tenue le jour de la mise en bière. Et c'est inacceptable, dites-vous justement. Qu'est-ce qui empêche la famille de procéder à sa mise en bière sans gérer cette femme? Et tout en lui imposant d'aller se changer avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, est-ce que ce n'est pas une perte de temps inutile? Non, c'est une bonne famille. On dit, madame, tu vas enterrer ton mari, on t'accompagne. Mais il y a quand même, on dira comment? Que c'est quoi cette histoire? Les femmes qui aiment toujours dire que mais les voisins vont voir quoi? Et c'est le moment de faire ces défilés de mode là maintenant. Non, mais c'est une femme, j'allais même dire, il faut l'enlever tout de suite. Il ne faut pas lui faire un certificat de non-remariage pour pouvoir bénéficier de la pension de son mari si jamais il y a pension à bénéficier. On ne lui rétablit pas. Bon. Oui, un certificat de non-remariage. Justement, c'est parce que la famille veut la racheter. En lui disant, mais ma femme, quand même, comporte-toi comme ça, il y a l'avenir, il y a les enfants, il y a des choses à faire. Aller jusqu'à reprogrammer la levée de corps pour... Et elle aussi, ça lui prend 10 minutes pour aller dans un taxi, changer d'habillement, revenir faire la levée. Ça veut dire qu'elle n'a jamais aimé son homme. Elle a sollicité son départ. Avec les enfants, la nature, tout ça à la fois. Elle ne l'a jamais aimé. Nous avons vu des gens ici, chers amis. Un homme qui avait, j'allais dire qu'il avait surpris un enfant dans sa voiture. C'était à Monoprix ici à Douala. Il sort, il voit des demandes au gardien. Il y en avait un là qu'on appelait Bosco, qui a dit non. Comment? Il prend l'enfant, il va au commissariat central à Bonanjo. Il dit, mais j'ai sorti de Monoprix, j'ai trouvé un enfant, je ne sais pas. Comme ça, il dit, bon, d'accord. On l'a enregistré à la main courante, il est parti et tout. À la maison, sa femme a dit, ta bordel, t'as laissé l'enfant, ça l'a dépassé. Le gars dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, non. Bon, d'accord. Il dit, non, va montrer. Test de trucs à l'époque. À l'époque, ça coûtait cher. Il fallait envoyer des trucs en Europe et tout. Bon, le gars dit, il avait un peu, comme même dire ma fille tendance. Il dit, d'accord. À ce moment, tout le monde, j'ai fait le test d'ADN pour tous les enfants. Il en avait 3 à la maison. Les résultats du test ADN ont prouvé qu'aucun de ces 3 enfants qu'il avait avec sa femme ne lui appartenait. C'est grave. Voilà, donc nous, on a tout vu. Non, on n'est plus à ce niveau, on a tout vu. Les femmes nous ont déjà tout montré. On n'est plus là, c'est un mal nécessaire, on supporte. Mais il y a quand même, elle-même, il faut qu'elle ait une attitude, j'allais dire, d'une femme à peu près normale. Très bien. Elle doit même cacher ses griffes. Merci. Isabelle Carole, quand même, c'est la levée de corps de votre mari. Oui.
vous devriez être dans l'attitude de deuil, pleurer, montrer justement la douleur, le faire ressentir aux uns aux autres. Mais choisir quand même de s'habiller de façon extravagante et venir à la levée de corps de son mari, n'est-ce pas la provocation? L'extravagance. Je crois que c'est vraiment la provocation, parce que pour moi, je me demande même si c'est vraiment son mari. Parce que vous ne pouvez pas perdre votre mari au nom de la personne qui est couchée. C'est-à-dire que même quand vous allez à une levée de corps et que ce ne soit même pas votre mari, vous vous habillez sobrement pour respecter au moins la mémoire de la personne qui est couchée. On a cette obligation morale d'être sobre. Pire encore pour une veuve. Parce que là, la proximité est encore énorme. Vous avez l'obligation morale de pouvoir au moins avoir une attitude qui relève que la plaie qui est sur vous vraiment est énorme. Vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre moitié, celui avec qui vous avez vraiment cheminé, celui avec qui vous avez fait des enfants, vous avez mené toute une vie. Donc, je ne vois pas en quoi un make-up est important pour aller à une levée de corps. Je ne vois pas en quoi on a besoin de mettre des talons. Je ne vois pas en quoi elle a besoin d'avoir des sacs à main qui soient comme on le raconte. Je ne vois pas en quoi elle a besoin des greffes qui vont laisser savoir que oui, justement, elle a de l'indienne taille 26 ou quoi que ce soit. Ce n'est pas important. On ne demande pas à une veuve de venir à la morgue pieds nus ou alors avec un vêtement hideux ou encore un haillon. Mais elle a l'obligation au moins morale, au minimum, d'être sobre. Mais qu'est-ce qui peut expliquer réellement qu'une femme se comporte de la sorte? Oui, parce que c'est le paraître. C'est les femmes qui aiment toujours, qui veulent paraître. C'est-à-dire que même à une levée de corps, elle veut toujours être au premier rang, elle veut toujours que tous les regards soient arrivés sur elle. Je ne sais pas si elle n'est pas sûre, si elle n'a pas confiance en elle, si elle remet en question justement cette beauté-là, ou alors elle veut directement, au lieu du deuil de son mari, trouver le successeur de son mari. C'est ça. Oui, elle n'a qu'à le dire ainsi, parce que ça peut être le cas. Peut-être qu'elle va à cette levée de corps parce qu'elle veut directement trouver l'adjoint à son mari ou le successeur de son mari. Sinon, allez m'expliquer pourquoi elle a besoin de mettre autant de fards, de surcharger son visage, de mettre des foulards, de mettre tout ce qui va. Ou bien même que le successeur est là. Il veut lui montrer au successeur que tu as fait le bon choix. Non, on va abandonner le corps à un moment donné, on va se retrouver. Avant même l'enterrement demain matin. Ça veut dire qu'elle n'est pas impliquée, Michel Gachou. Et quand on est dans une belle famille, vous avez perdu votre frère, vous voyez sa femme débarquer de la sorte, même si les résultats médicaux montrent que voilà, il était atteint de telle maladie, il est mort comme ça, on dira que c'est vous qui avez court-circuité. C'est-à-dire que même s'il était prévu qu'il meure dans 2 ans, c'est vous justement qui avez court-circuité la mort de votre mari. Vous avez anticipé. Ça veut donc dire que même à la maison, quand votre mari était souffrant, quand vous débarquez à l'hôpital ou n'importe où, vous lui faites comprendre que vraiment il vous perd du temps. La question, je la posais tout à l'heure. Est-ce qu'on devrait dicter aux uns aux autres comment ils doivent pleurer leur mort? C'est pour ça que je parle bien sûr depuis de l'obligation morale, Michel Gachou. Oui, ben, l'obligation morale. C'est son aile, comme on dit mais souvent. Mais au moins, c'est pour ça qu'on parle de morale, on parle de conscience, on parle quand même d'un minimum. Mettez-vous à la place de l'autre, à la place d'autrui. Ouais. Mais ça veut donc dire que vous n'avez jamais aimé votre mari. Quand même, est-ce qu'on a besoin de tous ces artifices pour une levée de corps? On parle de votre mari, je dis bien Michel Gachou. Même quand vous allez à la levée de corps d'un cousin, d'un frère et tout, vous êtes sobre parce que vous êtes endeuillé, c'est le deuil. C'est pour ça que généralement on met le noir pour marquer vraiment cette douleur, pour marquer cette plaie. Donc vous n'allez pas être encore vous qui êtes la veuve, venir encore faire savoir que vraiment et tout, vous êtes en train d'aller à la mairie. Elle a confondu de lieu sûrement. Et je crois que c'est normal que cette belle famille réagisse peut-être de la sorte. Alors, la belle famille réagit de la sorte, Dominique Audrey. Y a-t-il une possibilité, dans un premier temps, à ramener cette femme à de bons sentiments ou à la belle attitude qui voudrait qu'elle sache pleurer le deuil? Ou du moins, est-ce qu'elle ne connaît pas aussi? Parce que vous savez, il y a des enfants, il y a des filles aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Nous voyions nos parents, nos mamans, comment est-ce qu'elles pleuraient le deuil quand on apprenait qu'il y avait un décès. Elles commençaient à pleurer à la maison avant même d'arriver 2 ou 3 jours après au lieu du deuil. Eh bien, est-ce que vous croyez justement que ces attitudes-là sont en train de disparaître au point où on est en train d'épouser de nouvelles formes de lamentation comme le ferait cette dame aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Le monde... Les gens sont hypocrites. Hypocrites. Vous pensez que c'est parce que vous pleurez que vous avez mal? C'est parce qu'on se roule à terre qu'on a mal? On dit généralement que les sorciers à l'église sont assis au premier banc. Quelqu'un peut vous tuer, il vient à votre deuil et il pleure plus que tout le monde.
Donc, se rouler à terre, se rouler dans la boue, dormir sans manger, pour que les gens voient comment vous êtes en train de pleurer, entre guillemets, ne fait pas de vous quelqu'un d'affecté. Donc, à votre question de savoir par rapport à nos mamans qui pleuraient avant et tout, ouais, elles pleuraient. Oui, mais on peut tout remettre en question. Il y a quand même la lamentation. Non, mais il y a quand même la douleur. Là, c'est déjà la levée. Ouais. Personne ne nous dit que lorsqu'on lui a dit que son mari est mort, elle n'a pas pleuré. Mais là, encore la douleur est plus forte quand même. Je ne pense pas. Michel Gachou, il y a des sujets sur lesquels je n'aime pas émettre d'avis parce que les gens sont uniques en leur genre. Généralement, il y a des deuils qu'on annonce, les hommes ne pleurent pas, les larmes ne coulent pas et d'autres coulent des larmes. Est-ce que ceux qui ne coulent pas des larmes ne sont pas affectés, ne sont pas touchés? Est-ce qu'on va dire que tu vois l'oncle là, comme il est placé là-bas, il est en train de boire la bière, il ne souffre pas? Non, on ne peut pas le dire parce que chacun a sa façon de faire le deuil. Dans les livres de psychologie, on va vous dire qu'il y a 3 types de deuil. Il y a le deuil, je vais simplement parler de celui-là, le deuil qui est inhibé. Dans cette catégorie-là, la personne ne manifeste pas les affects, ne manifeste pas les larmes comme les gens s'attendent à voir, qu'elle soit en train de se rouler, qu'elle se tonde les cheveux, qu'elle se rase les cheveux, pour qu'on voit que vraiment cette femme, ou qu'elle se oigne de charbon et tout. Moi, je trouve que lorsqu'on est avec quelqu'un, on doit savoir. Si on va fouiller un peu plus loin, on va se rendre compte que cette femme a toujours été comme ça. Et que son mari, certainement, l'a aimée parce qu'elle était tout le temps coquette. Et je crois que la meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un, lorsque la personne est morte, est d'être comme la personne a toujours voulu que vous soyez. On parle de votre mari. Excusez-moi, je vous en prie, On parle madame. de votre mari. Excusez-moi. On parle de votre mari. Vous ne pouvez pas avoir si vous aimez trop votre mari, vous le suivez. Quand c'est votre mari. Si non, vous l'aimez tant que ça, c'est votre mari. Vous le suivez. Un minimum quand même, c'est très important. Madame, non. Si vous aimez tant que ça votre mari, vous le suivez. C'est votre mari. Non. Vous le suivez donc. C'est votre Parce que l'amour à tout prix, à tous les prix, pour montrer aux gens que c'est mon mari, je le pleure, oh machin. Non, c'est pas comme ça qu'on pleure les gens. Je suis pas d'accord avec ça. On pleure comment dans le silence? Je connais des familles. On disait tout à l'heure que les grandes douleurs sont muettes. Michel Gachou, une seconde. Le silence, on se tait, parce que quand même, vous abhorrez tous ces vêtements, le style que vous avez. Même si vous étiez coquette justement pendant votre vie, oui. Ça peut s'apparenter bien sûr à de la provocation. Pour qui? Pour la famille. C'est donc ça le problème avec notre société. Non, pour le contrat social en Occident, en Orient, en Afrique, n'importe où, c'est comme ça. Non. Voilà. La société justement a des stéréotypes. La société a ses standards. Malheureusement, c'est comme ça. Mais si quelque chose m'arrive aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, Isabelle Carole peut pleurer et les larmes vont couler. Michel Gachou peut rester silencieux et il ne dit rien. Chacun a sa façon de pleurer. Je connais des familles où, avant de mourir, la personne dit « Quand je vais mourir, je ne veux pas que vous fassiez le deuil. Je veux que vous fassiez la fête. Quand je vais mourir, il faudrait que tout le monde soit bien. Parce que moi, j'étais une mamie Nyanga. » Je connais des gens proches qui ont été comme ça. Et à ce deuil-là, tout le monde était bien parce que grand-mère était toujours bien, elle était belle, ici, hein. Elle était tout. Donc personne ne peut savoir. Il n'y a pas de jugement à émettre sur comment il faut pleurer son proche, pleurer son mari. Je suis désolée. On est en société. Allez lire aussi le contrat social. Vous verrez. Vous avez parlé des psychologues tout à l'heure. Ce qu'on appelle contrat social, c'est un modus vivendi qu'on a adopté tous. Il n'y a pas eu d'assemblée générale des êtres du monde entier. Le deuil est un processus individuel. Ça, ce sont les obsèques. Ce sont les obsèques les obsèques sont un processus social, mais le deuil est individuel. Le deuil est individuel. Chacun fait son deuil comme il le sent. Merci Dominique. Merci Mbombok. Cher Amel, je voudrais ici peut-être tenter de comprendre l'attitude de la femme. Les conséquences qui peuvent en découler pour elle. Mais surtout comprendre ce qui peut bien amener cette femme à se comporter pareillement. C'est son naturel, voilà. Ou c'est la provocation. Comment vous expliquez que le jour quand même de la mise en bière, que l'on arrive à ces finalités qui imposent le renvoi de cette mise en bière-là? Monsieur Michel Gachou, pour des raisons de tenue. Le deuil est codifié chez les Bantous.
Il y a un code. Même en Occident, les fleurs, nous avons chez les Bantous l'annonce du deuil. Papa vient de fermer les yeux, on annonce le deuil. Il y a ceux dont le rôle est de fermer les yeux de papa. Il y a ceux dont le rôle est de transporter la dépouille de papa pour la morgue. Je vois des femmes qui portent le corps de leur mari pour la morgue. Faux. C'est codifié. Premier point. Il y a les obsèques et inhumations. Il y a ceux qui vont habiller le corps du défunt. Il y a ceux qui lèvent le corps du défunt. On se retrouve, la veuve ne parle pas pendant les obsèques parce qu'elle est très éplorée. Il y a une chanson, une berceuse traditionnelle qu'on retrouve dans toutes les langues où on dit « À quoi me servirait-il d'être belle quand j'ai perdu les yeux et les lèvres qui me contemplaient ?» On chante ça. À quoi ça sert d'être belle? C'est la raison pour laquelle, à l'annonce du deuil, la femme oublie un ensemble de choses. Elle oublie le peigne, elle ne va plus jamais toucher le peigne. Elle répand son corps avec de la cendre. Elle oublie l'eau, elle se lave la toute première. La femme, la veuve se lave entre 4 heures, 3 heures, 4 heures. Et elle est la dernière après que tout le monde soit passé. Dans certaines communautés, même on interdit à la veuve de se laver. On la met dans une chambre où elle va se laver. Elle ne mange pas devant les gens. Elle est éplorée. Elle oublie les sous-vêtements. Voilà ce que la veuve, celle qui a perdu son époux, elle est contrainte de faire. Contrairement à ceux qui pensent, M. Michel Ngacho, que le noir est une couleur de malheur, je vous dis, vous êtes maudits. Tous ceux qui pensent que le noir est la couleur de la malchance, de la douleur, vous êtes des maudits. Parce que le blanc, Monsieur Michel Ngacho, le blanc, c'est la cendre. On se dépend, non, permettez-moi de vous dire. Oui, non, la cendre, non, je le dis, pour des Africains, je dis, pour des Africains qui portent le noir, hein? Pour des Africains qui portent le noir. Ils ne sont pas maudits. Je dis, c'est des maudits. Non, ils sont pas je maudits. Le dis, mais monsieur, ils ont fait un choix. Je le dis, c'est un mauvais choix, le mauvais choix qui sont la malédiction. La couleur noire, c'est la plus belle de toutes les couleurs célébrées en Afrique. Et d'ailleurs, on dit, la nuit portera conseil, car c'est dans la nuit qu'on gère tout. Dernière phase, Monsieur Michel Ngacho, la veuve est habillée par sa belle famille. La veuve ne s'habille pas. Donc je suis désolé, la veuve est habillée par sa belle famille. C'est la belle famille qui prend les mesures de la femme. C'est la belle famille qui choisit le modèle que vous allez porter en fonction de comment vous voyez vivre avec son frère. C'est la belle famille qui va vous acheter les chaussures. C'est la belle famille qui va choisir votre frère, monsieur Michel Ngacho. La veuve ne s'habille pas. Elle est partie au marché quand? Quand est-ce qu'elle est entrée au marché? On lui interdit tout. Elle ne sort même pas de la maison. D'où vient-il qu'elle va s'habiller? Donc, j'estime... Ça veut dire que cette dame, justement, était en porte-à-faux avec sa belle famille. Je comprends non, la réaction de Dominique Audrey, parce qu'elle se ressemble. Oui, je comprends sa réaction. Parce que... je le dis. Oui, monsieur. On n'est pas fake. On ne fait pas semblant. On ne coule pas des larmes de crocodile. Tous les jours, je vous ai dit ici que le crocodile ne pleure pas en mangeant sa proie parce qu'il a pitié. C'est la joie. Voilà. Oui, Dominique, la vie est faite de symboles. Et la douleur, ce n'est pas sur le visage. La vie est faite de symboles. Ce n'est pas sur le visage. La vie est faite de symboles, ma fille. C'est comme ça partout. En Occident, même chez Jésus. D'accord. Même quand Jésus allait laver les pieds de ses dieux, la vie est faite de symboles. La femme a fauté et c'est normal qu'on renvoie le deuil parce que qui lui a donné le droit de sortir? Qui lui a donné le droit? C'est la belle de s'habiller comme ça. C'est la belle famille qui vous tient. Même l'arrivée à la morgue, monsieur Michel Ngacho, même l'arrivée à la morgue, c'est codifié. Ça, c'est occidentalisé. La femme, la veuve n'arrive pas. Elle arrive en dernière position, elle ne tient rien. C'est lorsque tout est préparé qu'on dit faites venir la veuve. Suivant qu'on connaît, il y a des veuves très émotives où lorsqu'on arrive, on dit elle ne voit pas le corps de son mari. Elle fera tout. C'est sa belle famille. Lorsque vous voyez les veuves pleurer, monsieur Michel Ngacho, qui arrête la main de la veuve, c'est ses sœurs? Non, c'est ses belles sœurs qui tiennent,
qui sont proches d'elle, ne pleure pas, maman. Il est parti, nous sommes là. Vraiment, reste tranquille. Souffre ta douleur, ça va aller. Tu sais que moi aussi, je suis veuve. Parfois, dans la famille, parmi les belles-sœurs, s'il y a déjà eu des veuves, ce sont elles qui sont proches d'elle, qui la tiennent. Elle qui continue les rites de veuvage. Qui continue, qui la tiennent. Qui lui dit que tu te souviens aussi, non? Quand mon père était parti, ça, tu avais pleuré. Ouais, Comment rattraper cette femme et la ramener sur le droit chemin? Qu'elle se plie tout simplement. Elle marche sur les injonctions de sa belle famille. Bombogla dit, il y aura tout. Elle ne va pas se séparer de cette belle famille jusqu'à ce qu'on établisse ce certificat, le nombre de certificats. La couleur du deuil, c'est comment elle a respecté. Ce qui se passe de plus en plus, on observe ce genre de spectacle, parce que moi c'est un spectacle. De plus en plus dans notre société, quand vous arrivez à une levée de corps, ben, vous vous retournez pour savoir si effectivement c'est la veuve que vous venez de voir, parce que vous tombez des nues. C'est pas sérieux. Votre mari est décidé, vous trouvez le temps où pour aller vous coiffer, Michel Ngachou, pour vous asseoir et faire vraiment une coiffure de ce genre. Vous prenez ce temps où? Pour faire une manicure, pédicure. Vous prenez le temps où? Le moment là où? Vous l'avez pleuré quand? Encore que le deuil ne fait que commencer. La douleur est encore fraîche. Parce que c'est au fil des ans qu'on commence un peu à accepter effectivement que cette personne est décédée. Et c'est à ce moment justement que vous êtes auprès de votre belle famille qui est là pour vous encadrer, qui est là pour vous rassurer, qui est là pour vous éloigner de tout ce qui peut même vous faire encore vous souvenir de votre mari et tout. Est-ce qu'à un moment donné, je vais de la génération, les nôtres aujourd'hui, on n'a pas perdu les valeurs de la lamentation réellement? Non. On va en perte de repères. Les lamentations, c'est la troisième partie. Et les lamentations, ce n'est même pas la femme qui donne le ton de lamentation. Ouais. Attention, tout est codifié. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des femmes qui jouent au roi Pétoulet et qui se permettent de faire un ensemble de choses. Non. C'est pour ça que cette famille lui a dit, tu vas marcher comme on a décidé que ça se passe dans notre famille. Comme on dit. Quand vous entrez dans une famille, on commence par la drague et tout. Il y a des deuils, des cérémonies. Vous accompagnez votre shogar, vous accompagnez votre copain, vous accompagnez votre fiancé. Commencez à voir comment ça se passe. Parce qu'il en sera de même lorsque cela sera votre tour. Alors, bon, Benga, justement, on donne tout le table pour la question. Il est important de ramener nos sœurs qui nous regardent ce matin à ne pas verser dans les mêmes pratiques. Que leur dites-vous? Pour votre défense, en fait. Je vais aller vite. Oui. Il y a les vidéos qui existent. Comment a été Daniel Mitterrand, la disparition de son mari? Essayez de voir. Pierre Berogovois, quand il est mort, quel a été le comportement de sa femme? Je parle là de la haute classe chez eux en Europe. Parce qu'ils aiment la comparaison. Non, la vie n'est faite que de symboles. Et dans ces symboles, c'est ça qui fait dire que quand tu as un type de comportement, tu dis, mais bon, il est fou. Il commence, comment il change? Parce que c'est symbole. La vie est symbole. Et on s'arrime à ces symboles-là. C'est ça qu'on appelle contrat social. Très bien. Dominique Audrey, même si vous estimez que ceci s'apparenterait à des mises en scène, il y a quand même qu'il faudrait... Non, c'est pas moi qui pense que ce sont des mises en scène. S'apparenterait. Hein? Non, c'est pas moi qui pense que ce sont des mises en scène. Vous validez, moi, je valide quand même. Ce que je dis, c'est que la dame, comme tout le monde, j'ai pas de jugement à émettre sur comment quelqu'un pleure son père, sa mère, son mari donc ou enfant. son enfant. Elle doit garder sa posture. Chacun pleure comme il sent. Si elle estime que son mari aimait la voir comme ça et que pour le dernier voyage de son mari, elle doit l'accompagner de la même façon qu'elle le fasse. Chacun est libre de ses choix, libre de rester fidèle à vous-même. Parce qu'à la fin, lorsque vous finissez de faire plaisir aux gens, vous finissez par disparaître à la fin, simplement pour les gens. En même temps, d'aucuns penseraient que, entre guillemets, il y aura un petit sapeur-pompier à côté. Hein. C'est leur avis. Écoutez, Michel Ngachou. Écoutez, Michel Ngachou. On n'en a rien à... Vous faites savoir justement aux uns aux autres que, écoutez, il est parti, je suis maintenant à vous. C'est ça aussi les interprétations qu'on peut avoir. Leur vie est où? Chacun vit sa vie, non? Que vous fassiez quelque chose de bien ou de mal, il y aura toujours quelqu'un qui va sortir de nulle part pour venir trouver quelque chose à redire. Donc maintenant, est-ce que vous arrêtez de vivre pour contenter votre belle-sœur, une voisine qui est venue vous rendre visite? Non. Vous ne pouvez pas être anticonformiste dans une société conformiste. Excusez-moi, pleurez votre deuil. Parce que quand on enterre chez l'homme, tu procèdes à l'Essani. Ça se fait. Vous ne pouvez pas venir dire que vous changez. Vous ne pouvez pas changer les règles. À la fin, c'était son mari à elle. C'est elle seule qui sait quelles étaient les côtes qu'elle avait avec son mari. Pourquoi les gens sont là pour vous accompagner à enterrer? Portez le corps de votre mari à l'enterrer. Vous croyez que même si elle n'est pas là, on ne va pas enterrer ça? Pour que ça ne sente pas. Quelqu'un va enterrer. Je dis portez dans le corps de votre mari
portez le corps de votre mari, allez enterrer, vous n'avez pas besoin Vous de la n'avez famille. pas le droit de dire aux gens comment ils doivent pleurer. C'est la codification, c'est la belle famille qui vous paye tout jusqu'au Et sous-vêtement. maintenant, cette Jusqu'au même belle sous-vêtement famille, pour aller donc, enterrer votre si on mari. se rend compte que la belle fille n'est pas assez, ne sait pas comment ça se passe, il y a une façon de prendre des gens aussi. Allez, c'est les avis partagés C'est en le même gamin temps, de madame, fille qui a monsieur. maltraité le Merci, type là. merci, monsieur Il est Badjou. mort de soucis. On est... Sa famille, S'il sa avait famille été était polygame, où? il aurait eu moins de Sa problèmes. famille était où? S'il Ça avait vient- il avait été polygame, la deuxième femme l'aurait bien enterré. La fameuse Merci. famille vient discuter les biens maintenant, non? C'est Merci. un moyen pour Allez, la on s'est chasser. terminé. On Allez, vous on connaît. vous laisse également l'occasion, madame, monsieur, vous qui nous regardez ce matin, de nous donner vos avis. Le numéro s'affichera en bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires et vos propositions. Ou encore, allez sur la page Equinox TV. Ben là-bas, ça bouge en même temps, ça bouillonne. Qu'est-ce qu'on se dit, les amis? Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des partis politiques au Cameroun, création et impact dans la vie politique de ce pays. Quelles sont les personnalités qui sont à la tête des partis politiques? Comment sont créés les partis politiques dans ce pays? Quels sont les critères sur lesquels repose la création des partis politiques? Quelle est la psychologie des présidents des partis politiques? À titre d'exemple, il faut de précision, ces images ne sont que là à titre illustratif. Quelles sont les assurances véritables, hormis le bling-bling, que ces personnes soient différentes de ceux qui sont en place? L'article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils sont les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement. Le parti élabore un programme présentant ses propositions qui, s'il remporte les élections, seront reprises dans son projet de gouvernement. Les partis ont aussi une fonction de direction. Ils ont pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir afin de mettre en œuvre la politique annoncée. L'article 11, en déterminant les conditions à remplir pour créer un parti politique, passe étrangement sous silence la question relative à la formation de base des candidats. La loi électorale, elle, exige simplement qu'ils sachent lire et écrire en français ou en anglais du moment où ils postulent à un poste électif. Cette dispense de justifier d'une expertise éprouvée encourage l'aventure politique d'un nombre important d'individus sans envergure, incapables d'assurer à leurs militants et sympathisants l'encadrement dont ils ont besoin pour renforcer les capacités de leur pays, leur parti. En d'autres termes, n'importe qui peut créer un parti politique dans ce pays tant que les critères n'ont pas été bien élaborés, tant que l'article 11 est passé sous silence en termes de ces critères. À cet égard, il n'est pas étonnant de voir que certains citoyens ignorent, certains citoyens présidents de partis politiques, nouveaux présidents de partis politiques, ignorent tout de leurs droits, des procédures à suivre pour les faire respecter, prévues par la législation. Peut-on donc dire, dans le contexte camerounais, que la création ou l'existence des partis politiques aide véritablement le peuple? Point d'interrogation. À ce jour, le Cameroun compte 329 partis politiques, 329 partis politiques qui occupent la scène, avec un ensemble de points d'interrogation, car la dernière sortie, la dernière mise à jour des 11 partis politiques a fait couler autant d'encre, avec des personnes qui se demandaient, ils vont servir à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont changer dans le paysage politique camerounais? Sans exagération, 3/4 des partis politiques actuels se trouvent dans cette situation de vulnérabilité matérielle et financière et ne peuvent se déployer facilement à travers le territoire national pour faire connaître leurs programmes politiques. Le Cameroun donne cependant l'exemple type d'un pays où les partis s'illustrent par un déficit d'encadrement de leurs membres et partant des électeurs. Chacun se balade au Cameroun avec son parti politique dans le sac, un parti politique créé. Il attend que la période électorale où ses ramifications avec ses réseaux finira par lui donner un peu de sous pour se refaire une santé. Quelle est donc l'idéologie
de démocratie pratiquée par l'ensemble des 329 pratiques contre le Cameroun, ces interrogations, les Camerounais se les posent. Parti éprouvette, c'est-à-dire démocratie dont le principe essentiel est la protection des intérêts égoïstes. Parti État, État qui devient tout simplement un parti politique en jouant avec ses ramifications à gauche et à droite, créant des partis politiques satellites qui vont venir s'agripper et lui donner la victoire. Parti kleptocrate, exercice d'un pouvoir politique dans lequel l'influence déterminante appartient à une minorité d'individus. Parti monoliste, parti ventocrate, des questions on se pose à propos de la création de ces partis politiques qui, pour beaucoup, se retrouvent à avoir un siège le temps d'1 mois, 2 mois et 3 mois, et après plus rien, ça disparaît. Comment comprendre que chez nous, loin des idéaux fondamentaux des premières heures, les partis politiques semblent être créés sur la base familiale ou ethnique, avec un manque de vision ou un cloisonnement social qui conduisent les fondateurs de ces partis à créer des structures ethniques en lieu et place des partis politiques? Comment comprendre que les partis politiques dont les objectifs ne s'en éloignent pas des orientations majeures du genre démocratie de sous-développement, démocratie du Gari, démocratie tropicale, multipartisme à parti unique? Tout semble porter qu'on se retrouve vers ce dernier point, multipartisme à parti unique, avec en fond démocratie du Gari, démocratie du sous-développement. Comment comprendre le fait que beaucoup de partis politiques qui ont vu le jour comme groupe de réunion traditionnel avant de prendre le standard d'un parti politique? Suivez mon regard. Comment comprendre encore qu'à ce jour, certains partis ne trouvent la popularité qu'auprès des membres d'une même région ou du même village, même si finalement toutes les tendances gouvernementales, les tendances politiques portent à croire que parce que X a créé un parti, parce que X vient de créer un parti, c'est le groupement de X, c'est le regroupement de Y. Comment comprendre que l'organisation interne de ces partis politiques soit personnalisée? Savez-vous que beaucoup de partis politiques sont créés comme une affaire personnelle, une entreprise privée que les leaders fondateurs considèrent le parti comme leur possession? La preuve, les partis politiques qui avaient eu à voir le jour avant la présidentielle de 2018, où sont-ils? Qu'ont-ils fait? Point d'interrogation, 3 points de suspension à la ligne. Merci beaucoup, M. Mbatouchi Arlamel. Eh bien, la question, peut-être pas la question, l'actualité, la toute dernière en date, c'est bien sûr la création ou la publication, le fait que le ministre de l'administration territoriale ait choisi, il y a un peu plus de 2 semaines aujourd'hui, de rendre public la création de 11 nouveaux partis politiques au Cameroun. D'ailleurs, les dispositions légales les lui permettent également de le faire ainsi. Mais on est quand même en droit de se demander à quoi ça sert exactement aujourd'hui au Cameroun de multiplier les partis dits de l'opposition aujourd'hui. Qui sont ces partis qui naissent aujourd'hui? Quelles sont effectivement les défenses ou les points sur lesquels ces partis dits de l'opposition voudraient bien travailler? Le peuple camerounais est-il conscient des approches qui sont les leurs? Parlera-t-on des partis créés pour être par la suite phagocytés par le régime en place ou le parti au pouvoir en place aujourd'hui au Cameroun? À quoi ça sert de les multiplier véritablement? Avons-nous, Bonbon Bengan, fait le bilan déjà de la venue du multipartisme au Cameroun, des données qui ont permis aux nombreux partis politiques justement d'exister, ce que ces partis ont apporté au peuple camerounais aujourd'hui pour procéder toujours à la création de nouveaux partis et dire au final, je suis par là, que le Cameroun connaît aujourd'hui environ 329 partis politiques. Est-ce qu'on peut faire le bilan déjà depuis la venue du multipartisme? Qu'est-ce que ça ramène aux Camerounais? Oui, on peut faire. Ça a renforcé le pouvoir néocolonial. Parce que peut-être que je me trompe, mais c'est l'observation que je me fais. Les premiers partis politiques ont été réélégalisés, je pense que c'était le 12 février 1991. La DIC de Gustave Essaka, je ne sais pas si ça existe encore. L'UDC d'Amoundam Djoya comme président existe et l'Union des populations du Cameroun, qui est émiettée, complètement fractionnée. Et les autres s'en sont suivis. Donc le bilan, c'est que on a renforcé le pouvoir néocolonial, mais également le renforcement de ce pouvoir néocolonial a ramené aussi, ça on peut le faire dans le bilan, l'empêchement ou alors l'anéantissement et l'abrutissement des citoyens camerounais. Donc le verrou
pour l'épanouissement des citoyens. Voilà le bilan que moi je fais du retour au multipartisme, parce que le multipartisme a existé au Cameroun de 1949 à 1966. Je pense qu'on est revenu au parti unifié le 1er septembre 1966. Et les gens comme Bébé Eyidi, qui est médecin chirurgien ici à Douala, le frère de Francis Bébé, ils étaient contre. Ils avaient le Parti des travailleurs à l'époque. On les a mis en prison, plein d'autres. Les gens comme Sopo Piso, le premier président de l'Assemblée législative du Cameroun, il était obligé d'abandonner. C'est lui qui avait d'ailleurs créé le premier parti politique Cameroun en 1945 avec en 39, pardon, avec la JCAFRA qui est devenue UNICAFRA. Bon, ça a été, on l'a saboté et aujourd'hui on est là, malheureusement. Aujourd'hui donc, ce qui ressort, c'est qu'on n'arrive pas, tout le monde fait la même observation, même le parti dominant et les partis qui l'accompagnent, tout le monde est d'accord qu'on doit sortir du joug colonial pour se développer. Mais maintenant, ils empêchent, puisque eux ils pérennisent le comptoir colonial, ils empêchent les autres formations politiques de montrer leur idéologie, parce que c'est ça que Charles Hamel veut ressortir. Il n'y a pas d'idéologie claire, mais justement il n'y a pas d'idéologie parce qu'on empêche aux partis politiques de se déployer et de montrer leur idéologie. Parce que ça se décline à 3 niveaux. Il y a la formation, d'abord ce qu'on appelle l'organisation. Il y a d'abord l'organisation. Voilà. Vous avez les comités de base, les sections, les fédérations, tout ce que vous voulez. Chaque parti politique a une nomenclature. Maintenant, pour que l'organisation ait un contenu, il faut la formation politique. On les forme dans leurs militants, dans leur idéologie. Maintenant, les autres, c'est-à-dire les sympathisants que ces partis politiques sont supposés aller conquérir lors des élections et autres, doivent connaître l'idéologie de ce parti-là. Et ils connaissent donc l'idéologie comment? Par l'action politique. Voilà. Et ici, le pouvoir et les partis qui l'accompagnent dans ce totalitarisme empêchent aux autres partis de montrer l'idéologie. C'est-à-dire que c'est seuls ceux qui sont militants qui bénéficient des formations internes en disant on leur dit ça. Maintenant, il faut qu'ils sortent et on les empêche de sortir. C'est ça qui nous appelle nous autres. Ça aussi, je peux me tromper, que nous sommes dans un régime dictatorial. Je ne peux pas le permettre. Alors, ça veut dire pour que les Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent très bien, la multiplication des partis dits de l'opposition aujourd'hui, l'objectif est bien pensé, amener ces partis très souvent à se contredire entre eux et d'empêcher bien évidemment l'action politique supposée être menée par les différents autres partis de l'opposition. Tout à fait. Alors ceci, le gagnant réel, c'est le parti au pouvoir en réalité. Plus vous vous fragmentez, plus vous vous divisez, plus vous n'êtes pas unis, les lumières, les lampions sont toujours allumés sur le parti qui dit contrôler. Justement, il s'est passé une chose qu'on ne peut pas ignorer. Lorsque le RDPC perd les élections législatives en mars 1992, il commence à former une coalition. Le MDR, quelques temps après l'UPC, la faction de Kodok, ils ont été là pour consolider, va grandissant. Octobre 1992, il perd les menacés. C'est à ce moment donc que vous voyez le président Nenia du Sénat, par exemple, il était élu député en mars, mais comme on a perdu les élections, on l'a même sorti du gouvernement. On a donc commencé une tactique. L'absorption revient en 1997, dans la prochaine élection présidentielle. Bello Bouba amène à boycotter cette élection, trompe le SDF à boycotter l'élection. Parce que je pense que les partis politiques aussi, aujourd'hui, doivent intégrer ça. D'accord. Donc, sous le faux prétexte de lutter pour un code électoral consensuel qu'avait présenté le professeur Titi Mouel, qui dirigeait la commission justice et paix, il boycotte. Or, l'essentiel était donc d'amener Paul Biya à gagner les élections. Parce qu'en 92, il n'avait pas gagné. Comment gagner donc? Maintenant, j'allais dire proprement. C'est l'UNDP de Bello Bouba qui amène l'autre parti politique à boycotter. Et là maintenant, il faut renforcer donc cette coalition. Lui-même entre au gouvernement avec son ami Okbenled le 7 décembre 1997. Et là, le RDPC ne fait que
renforcer sa coalition tout en infiltrant les autres partis. Parce que si Charles Hamel et moi on crée un parti là maintenant, on va trouver un troisième larron avec qui on va décider. Papa, chemin faisant, on va fractionner. Et donc, bon, j'allais dire, c'est là où on en est jusqu'aujourd'hui. Donc, on y a mis des usurpateurs profiteurs, des démagogues, des opportunistes et plus les fingons. Voilà. Isabelle Carole, c'est tout à fait important qu'on en parle. La multiplication des partis politiques au Cameroun est d'ailleurs reconnue comme étant parti dit de l'opposition. Bon, on le disait à l'instant, on peut donc comprendre aisément ou allègrement que ces partis naissent, on le laisse naître en réalité parce que le pouvoir en place, le parti au pouvoir en place prépare effectivement ces partis satellites qui vont s'agripper à lui au moment venu pour renforcer justement son pouvoir et valider ce qu'on pourrait qualifier d'élections très souvent injustes dans certaines mesures. J'aime cette expression, parti satellite. Moi, je ne veux même pas dire que vont s'agripper, sont déjà agrippés. C'est quand vous dites même que, avec raison, quand vous dites même que vont s'agripper, on a l'impression que pour le moment, vraiment, ils sont fixes, ils sont fidèles à leur idéologie. Ce qu'on constate, c'est que tel n'est pas le cas. On a l'impression qu'on a un parti politique souverain, mais qu'à côté, maintenant, on fait l'effort de créer d'autres partis pour donner l'impression comme quoi il y a justement cette liberté au niveau de la création des partis politiques. Mais au fond, vous vous rendez compte que tous sont de la même chapelle, tous sont de la même église et tous ne servent que le même Dieu. Comment comprendre qu'il y ait des partis politiques entre guillemets fictifs qui n'existent presque pas, qui sont toujours inexistants, tu ne sais même pas dans quel bureau vraiment ils sont installés, où est-ce qu'ils travaillent et tout ce qui se passe, quelles sont les actions qu'ils mènent, quelle est leur feuille de route, qu'est-ce qu'ils ont pu faire jusqu'ici en termes de bilan et tout. Vous êtes incapable de le faire. Mais quand vous prenez la fiche dans laquelle on vous montre tous ces partis politiques, vous êtes étonné du nombre de partis politiques qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Mais pourtant, dans les faits, dans la société et tout. Est-ce que c'est en le faisant que les Camerounais ignorent l'existence des vrais partis politiques dits de l'opposition au Cameroun ou d'un parti politique dit de l'opposition effectivement qui milite et qui plaide pour le bien des Camerounais, parce qu'on n'est pas dupe quand même. Comment plaider pour le bien d'une population où vous êtes absent? On plaide comment? C'est impossible. Si vous plaidez pour le bien d'une population, vous allez tout faire pour être ancré dans cette population. Vous allez tout faire pour matérialiser votre amour par rapport à cette population. Puisqu'en principe, vous voulez servir ce peuple. Vous voulez leur montrer que vous êtes le meilleur parti, vous êtes le meilleur choix. Et ça part de quoi? Ça part des exemples, ça part des réalisations. Et c'est à partir de ça qu'on dira à telle élection ou à telle autre élection, on penchera pour tel parti. Parce que jusqu'ici, ce parti sur le terrain vraiment mène des actions qui montrent que vraiment c'est le meilleur choix. Oui, mais si vous restez dans l'ombre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème. Bon, on le disait à l'instant. Il y a d'abord les organes de base. En réalité, lorsque vous voulez implanter votre parti, au Cameroun, on vous empêche justement de vous implanter, premièrement. Deuxièmement, il y a la question de l'organisation de votre parti. C'est comme on disait tout à l'heure. On vous empêche même de vous organiser. Finalement, même la formation et l'action politique qu'il faut mener, on ne vous permet pas. Alors, à quoi donc nécessaire de créer autant de partis quand même le gouvernement, l'État, le système en place empêche à l'opposition de s'exprimer? C'est dit finalement que c'est pour le plaisir, c'est le folklore. Oui, je crois qu'on ne parle que de multiples partis parce qu'on veut tout simplement faire croire qu'effectivement on accepte, on donne la liberté à tous ces partis de pouvoir s'exprimer. Ce qui n'est malheureusement pas le cas parce que ces partis sont étouffés. Vous verrez un parti qui vraiment prendra celui de faire des célébrations, de faire des anniversaires, de barrer des routes, de célébrer quoi que ce soit. Vous verrez un autre parti qui sera asphyxié, qui sera étouffé, qui même pour un meeting, vraiment verra cela être interdit. Pour une marche, verra cela être interdit. Pourtant, vraiment au fond, il n'y a rien qui appelle à la rébellion. Il n'y a rien qui appelle justement à tout le monde à partiser avec la violence. On veut peut-être faire un meeting ou alors on veut faire une marche dans laquelle on veut revendiquer tout simplement. Mais on a vite fait de pouvoir stopper cela. Mais quand c'est le parti qui est en face, on le laisse s'exprimer. Ça veut dire qu'on ne donne pas la possibilité à tous les partis de jouer, d'être au même niveau. Alors,
Au vu aussi des Camerounais en même temps aujourd'hui qui sont conscients en réalité et que le parti au pouvoir semble être le parti qui a pignon sur rue avec des appareils à la fois de répression, avec des appareils de communication de masse aujourd'hui, mais surtout créer de nouveaux partis politiques dits entre guillemets de l'opposition pour davantage fragmenter les vrais partis de l'opposition au Cameroun. Les Camerounais sont-ils dupes et sont-ils aussi ignorants des réelles convictions des partis dits de l'opposition aujourd'hui au Cameroun? Que doit faire le Camerounais pour se libérer justement et trouver ces bonnes libertés? On aime à vous le rappeler chaque matin sur notre antenne, mesdames, messieurs. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Restez des nôtres. On en reparle. Bon retour mesdames et messieurs, merci en même temps de rester sur notre antenne, merci de garder le bon cap sur 10-12 le Zénith. Nous saluons les nombreuses populations qui ce matin nous regardent surtout dans l'extrême nord du Cameroun, tout en vous disant là-bas, nous sommes conscients de vos réalités dans l'extrême nord du Cameroun, la précarité, la pauvreté dans certaines régions très retirées bien sûr, aux frontières même du Cameroun. On le sait, il y a quelques jours, les Camerounais lisaient ce document concernant le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eloune Somba qui demandait au directeur général de l'entreprise distributrice d'électricité au Cameroun de sursoir, on s'est paraphrasé, les coupures d'électricité dans le réseau interconnecté nord du Cameroun. On se demande bien dans quel climat les nombreux Camerounais qui sont de ce côté-là vivent avec l'électricité quand on sait, monsieur le ministre, qu'il y a quand même 2 barrages au niveau du nord Cameroun dans sa globalité. Dans le moment, on a le barrage de la Mapé qui aujourd'hui, selon certaines investigations, on laisse entendre que ce barrage est vétuste aujourd'hui et que le gouvernement camerounais ne fait qu'injecter de l'argent sans réel résultat. On a également le barrage sur le lac d'eau qui reste encore non productif et pourtant on pouvait tout refaire pour éviter d'avoir de tels ennuis. Qu'est-ce qui peut expliquer bien sûr la mauvaise gouvernance qui semble caractériser le gouvernement camerounais et dont les Camerounais sont des victimes aujourd'hui? Que faire pour se faire entendre en tant que Camerounais? Que faire en même temps pour se réveiller et surtout faire des réelles revendications afin que les choses puissent changer véritablement pour chacun d'entre nous. Avant la pause, mesdames et messieurs, nous revenions sur la question des nombreux partis politiques et surtout la renaissance de plusieurs partis politiques au Cameroun rendus publics par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, et qui a, souvenez-vous, un peu plus d'une semaine aujourd'hui, faisait savoir que le Cameroun reconnaissait la naissance de 11 nouveaux partis politiques aujourd'hui. Alors, question de Dominique Audrey, avez-vous au moins pris la peine, on sait que vous avez pris la peine de les lire, de comprendre qui sont ces partis politiques, qui sont nés, etc. Est-ce qu'au moins, en les lisant, vous avez le sentiment que c'est des partis qui, de par même les slogans, de par les appellations, ont vocation justement à apporter un changement réel aux problèmes fondamentaux que le peuple aujourd'hui connaît? Je vais être honnête avec vous. Oui, Dominique. Je vais être Soyez honnête. honnête. On sait que vous êtes très honnête d'ailleurs. Et je ne vais pas vous mentir parce que je n'ai pas encore fini de lire la liste des 317 de 2020. Je n'ai pas encore fini. Vous voyez, c'est énorme que... Donc, ce qu'on présente comme les 317 qui datent de 2020, je n'ai pas encore terminé avec leur slogan et comment ils fonctionnent et tout. Donc, pour dire que la nouvelle liste de la semaine dernière, je n'y suis pas encore arrivée. Mais au moins, il y a deux partis qui retiennent l'attention de par les personnes qui sont présentées au devant comme étant les leaders. Parce qu'on sait d'où est-ce que ces gens viennent et comment est-ce qu'ils ont fait pour mettre sur pied ces partis-là. Je vais commencer d'abord par le parti au pouvoir. Le rôle du parti au pouvoir, puisque la plupart disent ne pas être... ils se départissent, si je ne me trompe, d'être du gouvernement. Ils disent que non, il n'y a pas de parti-État. Voilà. S'il n'y a pas de parti-État, le parti au pouvoir est censé être l'intermédiaire entre le gouvernement et le peuple. Parce que ce parti-là a fait des campagnes, est descendu sur le terrain et a fait des promesses aux populations qui, entre guillemets, les ont portées à ces différents postes. Conséquence, lorsqu'il y a un problème d'eau, d'électricité, de santé ou bien d'éducation, c'est à ce
à ce parti-là que le peuple disséminé un peu partout doit pouvoir porter ces récriminations qui seront portées aux oreilles et à l'attention du gouvernement qui pourra réaliser en effet. Est-ce que donc ça c'est la logique? Est-ce que donc cela est appliqué ici au Cameroun avec le parti qui est au gouvernement, qui transmet les doléances du peuple? On peut mettre un point d'interrogation là-dessus. Ça c'est pour ce qui est de ce parti-là. Parti dominant. Uh-huh. Non. Oui, vous faites l'interview. Maintenant, le parti dominant a dominé parce que à sa création le 23 mars 1985 à Bamenda, retenez bien ceci, l'article 184 de son règlement intérieur qu'on a enlevé en décembre 1996 disait clairement que ceux qui ont rang et prérogative de chef-service d'administration publique sont astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Donc vous pouvez être doyen d'une faculté ou chef de département philosophie. 6 mois après, on vous apporte un rappel de cotisation. On dit, monsieur Ngatou, ça fait 6 mois que vous êtes doyen en faculté de sciences là. C'est quoi le parti? Voilà. Donc voilà comment il a pu essaimer au point où l'administration publique est devenue militante de ce parti. Maintenant, parlons de... Ça n'a pas changé jusqu'à présent. Oui, même si justement. Même ce texte en lui-même a été retiré. Ils l'ont mis dans l'article 20 nouveau. Oui, en précisant ceci. Les gouverneurs des régions qui sont militants du RDPC sont délégués au Congrès. Voilà. Ils sont tous militants. Donc, je ne sais pas si tu es militant. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que vous soyez chef de service ou pas, automatiquement, on doit vous tenir d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas astreint justement aux cotisations. Voilà. Donc, le parti politique, on pourrait dire que c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils ont une idéologie commune. Ils voient la vie de la même façon, du moins l'avenir politique du pays de la même façon. Et dans ce cas, on est obligé de parler des partis d'opposition parce que si on n'est pas au pouvoir, on est dans l'opposition. Ouais. Bon, maintenant, je fais abstraction de ce que vous appelez partis satellites. Le G20. G20. Oui, G20. Donc... G20, non, pas G20. J'ai dit G20. Ah, d'accord. G20, pardon. Donc, voilà. J'ai entendu G20. Non, c'est dans votre tête. Donc, ces partis d'opposition ont un rôle prépondérant dans l'atmosphère politique du pays. Parce que l'opposition est censée influencer l'opinion publique. L'opposition cherche à influencer également le gouvernement. Donc, tous ces partis qui sont censés être de l'opposition, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il faut bien interroger leur existence. Pourquoi est-ce qu'ils existent? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs faits d'armes? Laissez qu'ils ne sont pas nombreux à l'Assemblée nationale et tout, machin là. Vraiment, laissez ça. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que après, on ne se contente pas simplement de vouloir avoir un poste au Parlement, de vouloir dans d'autres pays, comme actuellement au Maroc, si je ne me trompe, il y a des journalistes qui sont incarcérés depuis 1 ou 2 ans, si je ne me trompe. Et il y a 3 partis d'opposition qui sont montés au créneau et ils ont rejoint la société civile pour demander la libération de ces gens. Donc, si on part sur ce postulat-là, on se dit, bon, voilà, notre opposition, les Camerounais pleurent depuis la CNI. Ils ont fait le feu de paille là, 2 semaines, c'est terminé. Personne n'en parle plus. On a vu que... Ça n'a même pas fait 2 semaines. Voilà, moins de 2 semaines, je suis même très gentille. À Tokombéré là-bas, les images ont circulé où on a vu des enfants qui font l'école à même des parpaings, à même le sol, à l'air libre comme ça. C'est une jeune personne. On s'attend à ce que les partis d'opposition qui naissent tous les jours, si leur cheval de bataille, c'est de remplacer le parti au pouvoir, mais il faudrait qu'on les voit agir. Si on part selon la logique selon laquelle on est là par élection, que ce soit les Camerounais qui élisent à des postes, si on veut donc avoir la chance d'être élu à notre tour, on doit faire ses preuves. Comment est-ce que les partis d'opposition font leurs preuves pour que les Camerounais leur donnent du crédit? Il faut savoir qu'on a créé quand même des partis de Dominique Audrey. On a créé 11 nouveaux partis politiques. Moi, quand je posais la question,
c'est que j'essaie de comprendre en tant que petit Camerounais, en tant que lambda, Mhm. en quoi est-ce que ces partis politiques sont convaincants? Qui les connaît même d'abord? Comment est-ce qu'ils ont préparé l'opinion nationale à les accueillir? Des conférences de Comment presse, est-ce des insultes sur Facebook. Comment ils ont préparé Des longs l'opinion posts à les sur accueillir? Facebook. Est-ce que ces partis justement sont nés avec une réelle aspiration de défendre le petit Camerounais? Parce qu'on sait aujourd'hui que le Cameroun est divisé en deux. Le Cameroun des forts avec le parti au pouvoir, le Cameroun des faibles avec les partis dits de l'opposition. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait alors pour défendre les faibles et dire que les faibles peuvent justement rentrer aux affaires, tenir les choses en main et défendre ce qu'ils veulent? Vous attendez beaucoup d'eux. Je crois que, je ne sais pas trop qui a dit ça, mais si je me trompe, vous allez me corriger un peu, Mbambok. On ne fait pas la politique quand on a faim, c'est ça? Si donc quelqu'un vient se lancer en politique alors qu'il n'a rien, il n'est rien et il a faim, forcément en face, tous les coups sont permis. Mbamboka dit que l'essentiel, il n'y a pas de calcul. Chacun 1 plus 1 peut donner 1 comme 1 plus 1 donne 2. En Ça politique. dépend de là où on se place. En Ça politique. peut donner moins 8 comme ça peut donner Voilà, 20. ça dépend de comment on calcule, ça dépend de votre calculatrice. Donc j'arrive en politique, je suis au Yengelek, rienneuse, rienade, riendon. Je n'ai rien, je fais l'enfumage là, vous, je suis machin, vraiment je vais changer vos vies et tout. Et voilà un gachou en face qui est déjà très assis, qui a pris racine et qui me dit au Yengelek, oh s'il te plaît, viens, je vais te. Dès le moment où je commence à flirter avec Monsieur Ngachou, je change ma façon de voir, je change ma façon de penser. Et aujourd'hui, les Camerounais ne pourront être, la plupart en tout cas, ne pourront être réticents à ces nouveaux partis simplement parce qu'on sait, au départ, on les a vus agir à tel ou à tel autre endroit et à tenir certains propos, avoir une certaine verve par rapport à... Et maintenant, on les voit retourner leur veste. Ils ne sont pas dans la continuité de ce qu'ils nous ont dit au départ. Forcément, on ne pourra pas prendre ça au sérieux. Donc, comme les 317 autres avant n'ont pas fait leur preuve, il ne faut pas attendre grand-chose de ceux qui sont nés la semaine dernière et de ceux qui pourront naître la semaine qui suit. Parce que Père Momboka dit qu'il suffit même qu'on décide là que, bon, on fait le parti politique des longues bouches ou bien de ce que vous voulez. On aura des adhérents et tout ce que vous voulez. L'objectif, certainement aussi, Charlamagne Bathiou, pour finir, c'est de ramener les Camerounais à un esprit, on va dire, éloigné des réels problèmes que pose le Cameroun aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On crée autant de partis politiques pour davantage dissuader, décourager les Camerounais à s'intéresser à la chose politique. En réalité, chacun reviendra dans ce qu'on appelle les divergences d'opinion, et tellement il y aura autant de divergences que le Camerounais qui a besoin d'un choix réel pour son avenir ne saura plus exactement ce sur quoi s'accrocher pour son avenir. Alors, va-t-on dire que mission atteinte avec le gouvernement en place, et qu'est-ce que le Camerounais peut faire justement pour ne pas se perdre de la cible exacte en vue d'obtenir des résultats évidents pour son avenir? Vous savez, monsieur Michel Ngachou, je vais vous répondre directement. Imaginez que vous cherchez à prendre la plus belle photo avec votre téléphone portable et que votre zoom est flou. Votre zoom a une tache. Quand vous allez prendre la photo, vous aurez l'impression que la tache vient plus tôt et vous allez vous demander comment cette tache a fait pour apparaître. Vous ne verrez pas de zoom. Voilà comment fonctionne dans ce pays où vous avez 329 partis, mais des partis morts, des partis fantômes, des partis qui n'existent nullement. Je n'ai pas envie de dire sur le papier, parce que même sur le papier, on dépense il n'existe nulle part. Il y a deux valeurs essentielles pour l'existence d'un parti. La première, comme l'a dit Bonbon, l'organisation. Comment sont organisés ces partis? Comment fonctionnent ces partis? Un parti politique demande, c'est comme une équipe de football, ça demande des ressources financières. Vous avez des partis politiques qui ne sont cantonnés que dans un arrondissement. Ça ne sort jamais, on n'est jamais sorti de l'arrondissement, on ne vit que dans cet arrondissement et on estime un matin, vous dit qu'on va conquérir la présidence de la République. Et ça passe. Et ça passe. Vous avez des partis de département.
je ne suis pas là, je n'indexe pas l'ethnie. Faites très attention dans ce que je dis. Ce n'est pas l'ethnie, mais On parle de la localisation. Je parle de la localisation, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont adeptes et qui vont croire. Non, je parle de la localisation. On arrive à Douala, une ville comme Douala a plusieurs partis politiques, mais des partis politiques qui sont concentrés dans des quartiers. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui n'a jamais eu de travail que porteur de sable, chercheur de sable, quelqu'un qui n'a jamais eu de travaux, M. Michel Gachou, que de faire le tour des différents bureaux de 6h à 6h pour avoir 10 000, pour avoir 20 000, et qu'en même temps vous dites qu'il a un parti politique. Quels sont les critères sur lesquels repose la création d'un parti politique? Le simple fait de savoir lire et écrire. Quelles sont les compétences? Alors ça veut dire que n'importe quel tartampion peut se lever un matin, il dit je crée le parti. Et c'est justement ce qui est arrivé au Cameroun, où avec une facilité déconcertante, pour un peu que vous obéissez à une logique d'un X ou d'un Y, vous avez un parti politique. Autre fait, de 1950 à 2021, nous avons plein de partis qui écument. Mais comment comprendre que la vicissitude dans laquelle les Camerounais se retrouvent, il n'y a pas 50 partis qui font parler d'eux. Je dis 50 partis qui font parler d'eux. Pour ne pas dire 100, comme quelqu'un disait tout à l'heure en micro. Comment se fait-il que ce n'est que 2 ou 3 partis qui écument? Et qu'au moment des élections, étrangement, ces partis, parce qu'ils ont reçu des subsides, réapparaissent, se lèvent, donnent des soutiens, donnent des voix pour avec quel militant? Il y a une flambonnerie politique, M. Michel Gachou. Parfaitement. Je prends au hasard, Mouvement pour le développement intégré de la République. Voilà un parti politique. Mouvement pour le développement intégré de la République. C'est tout, voilà un parti. Je ne me moque pas du parti. Non, on ne s'en moque pas. Le Cameroun nouveau. Voilà un autre parti. Cameroun nouveau. C'est la devise de J'ai dit c'est le Cameroun. Non, c'est un parti politique. Le Cameroun nouveau. Bloc pour la reconstruction de et l'indépendance économique du Cameroun. Le bloc là c'est fragmenté, M. Michel. Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Seulement l'expression rassemblement démocratique, on a au moins 200 partis qui portent rassemblement démocratique, république, indépendance. Et M. Michel Gachou, on devrait à un moment donné dissoudre littéralement ces partis politiques qui ne servent à rien et permettre au champ politique véritablement d'avoir des personnes prêtes à s'exprimer. Mais c'est un leurre quand même de croire que le gouvernement en place va nous sommes dans un multipartisme à partir d'État. Ouais. Comment on doit dissoudre? En réalité, comment on dissout? Et voilà, c'est pas parce qu'on sait comment on met. Je vous suis, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans un multipartisme à partir d'État. Vous voyez comment on met en mal quand même l'existence de l'UPC depuis, on va dire, depuis que Kodor, bon, je peux me tromper, a pris bien sûr la reine de ce parti. C'est un exemple. On voit comment aujourd'hui le mouvement pour la nation du Cameroun, pour des partis qui ont essayé de faire de ne pas s'agripper bien sûr à la machine gouvernementale, Charles a même battu, c'est hyper compliqué. Alors, qui va dissoudre? Est-ce que c'est pas le Camerounais lui-même qui est censé se lever et dire nous ne vous reconnaissons pas comme les partis politiques des Camerounais parce que nous on connaît exactement quelle route à suivre? Monsieur Michel Gachou, je pense que vous avez des partis, il y en a 300, vous pouvez lire, vous pouvez aller lire, des partis qui n'ont jamais, depuis leur existence, n'ont jamais tenté, ne serait-ce que l'élection municipale. Depuis leur création, il y en a plein, qui n'ont jamais cherché, on a créé ça depuis au moins 10-15 ans, ils n'ont jamais cherché à devenir maire, ils n'ont jamais cherché à prendre un poste de conseiller municipal, encore moins aller aux députations. Ils sont juste un parti créé, ils restent sur place. On leur dit attendez le bon moment. Voilà l'expression, attendez le bon moment. Dès que le bon moment arrive, on dit que gars, c'est l'heure, sortez. Vous les voyez, on imprime les t-shirts, on est dans la rue. Un mouvement pour le bloc de construction et des constructions du Cameroun. Aïe, on est en train de... Vous sortez d'où? Vous sortez d'où, monsieur Michel? Je pense que c'est là où le peuple devrait se lever pour dire non. Mais sauf que, lorsque ces personnes se lèvent, ils ont confondu la toile. Allez maintenant sur Facebook. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des partis en voie de création qui ont déjà des pages Facebook. Ouais. Les militants sont plus sur Facebook qu'en vertu. Un parti politique, ça demande des cotisations.
Ça demande des cotisations, ça demande des formations. Est-ce qu'il y a un peu de bêtises, permettez Charles, mais ça peut être exagéré, elle le dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de la bêtise quand même là-dedans? Moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a un parti dit qui arrive, et qui s'appelle le mouvement franquiste, effectivement, donc tout le monde fait savoir... Mais on n'a pas légalisé ce parti. Il n'est pas encore légalisé. Mais je dis, non, mais il faut les citer, je t'en prie, comme le comprendre, parce que... C'est d'encourager une ignominie, M. Michel Gatou. Le fait de parler de ça, on les sert, on les donne le poids. Ils n'ont aucun poids au Cameroun. Tout le monde le sait. Ce mouvement n'a aucun poids au Cameroun. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Alors justement, les Camerounais qui s'engouffrent, et qui semble justement y aller. Est-ce que pas la preuve par million, par 1 million, qu'il y a trop de famine en politique, monsieur Mbatou Charlamel? Je vous ai répondu par l'affirmative. J'ai encore aperçu du deux présidents de parti, monsieur Michel Mbatou, que je connaissais personnellement. Mais je les ai vus au carrosse. Je les ai vus aujourd'hui, monsieur Michel Mbatou. La fonction, désormais, être président de parti est une fonction. C'est une fonction qui, entre guillemets, peut avoir des rétributions financières, je ne sais pas d'où cela vient. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on utilise des personnes pour des missions précises. Il y a des partis qui sont créés, qui dorment. Moi, je connais un monsieur, c'est depuis presque 15, 17 ans aujourd'hui. Il a son parti politique, il n'a jamais fait un mouvement. Lorsque vous vous retrouvez, dit, je suis le président de tel parti, vous demandez ton siège est où? Vous fonctionnez comment? Tes militants, tu les formes comment? Il dit non, c'est pour des actions ponctuelles. On se retrouve, nous ne sommes pas dans la dynamique de rassembler tout le temps comme les autres font. Nous nous retrouvons, nous faisons des plaidoyers. Plaidoyer où? Regardez l'Assemblée nationale, ils sont combien? Donc il faut dire que on est en train d'entretenir ce fou. Quand vous allez en France, vous allez aux États-Unis, on a d'un côté les démocrates, on a de l'autre côté les républicains. Vous allez en France, on a la droite, on a la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. On se bat à travers cela et on réussit à s'en sortir. C'est très peu nombreux. Et c'est très peu nombreux, monsieur. Merci beaucoup, Charles Hamel. Merci infiniment pour cette colère exprimée ce matin, tout en espérant que les Camerounais qui nous regardent comprennent le fond de la question. Allons-nous, Camerounais, décider bien sûr de sortir de, on va dire, de la farine dans laquelle le gouvernement camerounais nous emballe en permanence? Comment comprenez-vous en réalité cela? Merci. Allez, les messages, Isabelle Carozoupette, rapidement. Alors, parlons de messages. Bon, il y en a qui citent les partis politiques. Le MRC est mis en mal par le gouvernement de Yaoundé pour ses prises d'opinion. C'est Yende Tala Junior qui envoie ce message. La multiplication des partis est une stratégie. Rien ne sert de pleurnicher. À nous de chercher nos stratégies pour contrer le pouvoir. Le colon nous écrase. Depuis le dire, ne nous a pas sauvés. Cherchons la puissance. Tant qu'on est là avec les bêtises du genre Bamleke ou tel, ça ne nous mènera nulle part. C'est Guy depuis Niala Paris qui envoie ce message. Merci Guy. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense tout simplement que cette femme a court-circuité et précipité même la mort de son conjoint. Bonjour le plateau. La veuve doit être soumise à sa belle famille. Elle doit respecter la mémoire de celui avec qui elle a partagé sa vie. Après le deuil, elle pourra marcher nue si elle veut. Épiphanie depuis Bouddha qui cite ce message. Non, même après le deuil, justement, on verra, parce qu'il y a des suites. La société est codifiée. La société a des symboles. Il y a un type de comportement. Après, quand le mari part ou la mère part, on va dire quel est le veuve, comment se comporte le veuve. Ça aussi, c'est un problème social qu'on va observer. Cette femme manque de courtoisie et d'amour pour son mari et la belle famille. Sinon, quel intérêt de s'entêter? On réagit en fonction des codes de société. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais le savoir-vivre. Je suis désolée de certains points de vue. C'est Eve de Dogbon qui envoie ce message. L'État fait exprès de créer tous ces partis pour neutraliser l'opposition. C'est ainsi qu'on trouve certains partis dits de l'opposition qui combattent d'autres partis d'opposition et ce même État fait tout pour tribaliser les partis politiques afin de les fragiliser. Alors ça veut dire que c'est une guerre quand même profonde parce que vous savez, Isabelle Carozoupette, c'est très profond ce que nous dit le téléspectateur ce matin.
il y a quand même lieu de tout faire pour que le peuple camerounais se réveille aujourd'hui. Et que le Camerounais sache qu'en réalité que certains partis de l'opposition, même si hors antenne, un collègue nous fait savoir qu'on ne sait pas forcément qui sont ceux qui sont derrière ces partis politiques dits de l'opposition, c'est l'État, c'est le gouvernement qui crée des partis. Aujourd'hui, on a des partis qui, dit-on, sont là pour proposer. Mais quand vous avez un président d'un parti, ça veut dire vous quoi? avez un ou deux présidents d'un parti qui se lèvent en disant c'est le tour, je dis bêtement, quelque chose qui dit c'est le tour des bananes, d'être aussi en haut. Les bananes, unissons-nous, unissez-vous derrière moi, soyons forts pour aller défendre nos intérêts. C'est quel genre de parti ça? Et les bananes sont calmes. Non, c'est quel genre, non, je pense c'est quel genre de parti. C'est un exemple, hein? Non, mais c'est pour rejoindre ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est pour rejoindre, parce que le téléspectateur a dit, vous avez des gens qui ne se cachent pas, on a été longtemps martyrisés, population de tel, réveillez-vous, unissez-vous derrière nous, unissez-vous derrière tel, allons défendre nos intérêts. Vous voyez que cette mentalité, comme le disait Bonbon, a tendance désormais à s'ancrer en disant que telle personne qui vit avec son parti politique, pourquoi est-ce qu'il ne part pas dans son village, pourquoi est-ce qu'il ne va pas œuvrer, il faudrait qu'il vienne. Il faut qu'on casse ça. Je vous assure, cher Camerounais, il faut vraiment qu'on casse maintenant, cette casser idéologie. ça justement, c'est ça, parce que qu'est-ce qu'on fait? Parce que pendant qu'on le dit, il y a des Camerounais qui nous regardent ce matin qui vous diront, dites ce que vous voulez là-bas, quand ils nous apporteront un morceau de pain, un morceau de viande ici. Prenons un exemple simple. On a eu le PCRN. Est-ce que Cabral Libya a lancé le PCRN ici? Il arrive dans l'extrême nord. Il a fait le tour de l'extrême nord. Je pense que vous avez vu comment il a fait le tour de l'extrême nord. C'est un exemple évident que je peux prendre, monsieur Michel Gatou. On peut prendre d'autres partis qui ont vu naissance ailleurs, mais qui ont essaimé au sein de la République. On peut tirer au moins à ce niveau un coup de chapeau. Arrêtons de ravaler en disant parce que c'est tel, je suis mon frère, je suis le frère du village, c'est faux, faux. Il faut arrêter de le penser ainsi. On ne crée pas une république dans ce type de sens. Or, il y a des individus donc qu'on a mis sur cette place, à qui on a donné l'agrément ou l'autorisation de fonctionner comme parti politique, dont la mission n'est que de s'aimer le tribalisme, d'encourager le tribalisme à travers ce type d'action, et il n'y a rien qui sont faits pour les contrer. 5 petites minutes, madame, monsieur, pour vous qui nous regardez. On marque une légère pause et nous parlerons bien sûr avec Consti Lamine et surtout le projet SCI Mobile qui nous retrouve à l'instant. Restez sur Equinox. On vous retrouve. Conseil d'accompagnement, de vente et d'achat du terrain lance une grande promo tout au long du mois de mai à Douala. Au regard de toutes les fêtes de ce mois, SCI Mobile vous donne l'occasion d'avoir un loupin de terrain titré. Là et sec à un coût incroyable. À partir de 4 500 francs le mètre carré dans des quartiers d'avenir comme Gombe et Lundi, puis 10 000 francs le mètre carré dans une zone habitée et électrifiée avec plusieurs voies d'accès par Kotor et par PK21. Offre valable du 1er au 31 mai, paiement en tranches possibles. Flexibilité, confort, conseil, précision et surtout sécurité sont les mots qui caractérisent SCI Mobile. Nous sommes situés à Makepe, rond-point Petit Pays. Téléphone 650 50 00 59. Pour des services immobiliers, SCI Mobile n'est pas la référence par hasard. Allez, Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux-là qui ont compris qu'il est important aujourd'hui d'acheter un terrain à travers l'agence immobilière SCI Mobile. Nous sommes bel et bien un vendredi férié, un très long week-end qui a commencé depuis hier et qui s'achève ce dimanche. Alors j'attire donc l'attention de nos nombreux téléspectateurs qu'ils peuvent profiter de ce long férié pour se faire de très très bonnes affaires en matière bien sûr d'achat de terrain et surtout des terrains titrés grâce à l'agence immobilière SCI Mobile qui est une agence crédible, une agence fiable, une agence reconnue par l'État du Cameroun. Cette agence immobilière est située en plein cœur de Douala, au quartier Makepe, plus précisément au rond-point Petit Pays. C'est dans ce rond-point que vous avez l'agence immobilière SCI Mobile, qui est une agence qui vous permet d'avoir des terrains, mais alors des terrains de très très bonne qualité. Oui, acheter un terrain c'est bien, mais acheter un terrain auprès d'une agence immobilière qui vous garantit, qui vous rassure et qui vous permet d'avoir des prix les plus bas, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, au Cameroun, on parle bien sûr de plus en plus de l'agence immobilière SCI Mobile, qui est une agence
agence qui dit et réalise. Et vous savez très bien que le concept Salaka n'associe pas son image derrière n'importe qui, derrière n'importe quoi. Et si j'ai choisi de communiquer pour SCI Mobile, si j'ai choisi de vendre les terrains de SCI Mobile, c'est tout simplement parce que c'est des terrains crédibles, c'est des terrains fiables, c'est des terrains titrés à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite lancer la vente de ce matin dans la première zone qui est une zone futuriste, une zone qui vous permettra d'avoir des terrains à partir de 4500 francs le mètre carré. Oui, un terrain en Gombe. Un terrain en Gombe. Gombe, c'est dans l'arrondissement de Douala 5e. Dans cette zone, vous avez des terrains de très très bonne qualité, des terrains qui vous permettront de bâtir quel que soit le type de maison, parce que SCI Mobile vous rassure de la qualité de ces terrains. Vous les avez à 4500 francs le mètre carré du côté bien sûr de Ngombe. À côté bien sûr de Ngombe, on parle également d'une zone futuriste, la zone de PK28. Chers téléspectateurs, et vous savez très bien que PK28 est entre Yabassi et Douala, c'est entre deux départements dans la même région, la région du littoral. À PK28, des terrains qui sont en train d'être terrassés, des terrains qui sont en train d'être lotis, vous les avez à partir de 6500 francs le mètre carré. On n'a plus besoin de débourser 40 000, de débourser 50 000, voire même 100 000 pour avoir un mètre carré de terrain. Avec SCI Mobile, on a un mètre carré de terrain du côté bien sûr de PK28 à partir de 6500 francs le mètre carré. Et je rappelle à nos nombreux téléspectateurs que les lots se vendent comme les bouts de pain. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de réserver dès à présent une parcelle de terrain avec l'agence immobilière SCI Mobile. Nous allons quitter PK28 pour revenir à Douala 5e. Et à Douala 5e, c'est la zone de Lundi B. Vous avez des terrains à Lundi B à partir de 7500 francs le mètre carré du côté bien sûr de Lundi B. Ceux qui ont besoin d'une zone déjà habitée, d'une zone déjà électrifiée, d'une zone qui est déjà tracée, alors je vous invite à appeler SCI Mobile et à vous rendre du côté bien sûr de Lundi Réserve, zone dans laquelle vous avez des terrains titrés à partir de 10 000 francs le mètre carré. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent SCI Mobile, quel que soit là vous êtes, appelez-nous dès à présent et passez votre commande pour avoir une parcelle de terrain à partir de 4500 francs le mètre carré. SCI Mobile, c'est des terrains de très bonne qualité à des prix vraiment très très dérisoires. Merci infiniment pour ce passage sur notre antenne ce matin. Madame, monsieur, on l'a très bien dit. 5 petites minutes avec Consti Lamine. On se retrouve en même temps pour poursuivre nos échanges sur ce plateau ce matin. Avant de relire les messages ou encore avant d'aller revoir exactement ce que nous offre la toile ce matin concernant la revue des réseaux sociaux, je voudrais ici saluer humblement l'une des Camerounaises qui aujourd'hui fait la fierté du Cameroun au projet Miss Univers. C'est bien sûr Angèle Kosinda qui représente valablement le Cameroun là-bas. Et la question évidente ce matin de savoir où sont les influenceurs camerounais et qui semblent justement ne pas l'accompagner, où sont en même temps les Camerounais qui auraient pu lui donner autant de voix pour qu'elle puisse au mieux représenter le Cameroun à ce projet de Miss Univers. Aujourd'hui, le Cameroun peut-il en sortir gagnant de cette élection de Miss Univers? Attention, madame, monsieur, elle s'appelle Angèle Kosinda et nous lui transmettons justement ce matin tout notre soutien, évidemment, que le Cameroun soit représenté et que le Cameroun gagne. On le souhaite véritablement. Vous, sur le plateau, vous êtes notre Miss Univers du plateau en même temps. Miss Longue Bouche. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Equinox Télévision? Donc voilà, entre les téléspectateurs qui s'inquiètent pour mon avenir et d'autres, on a Christelle Benguet qui dit « Ce n'est pas l'habillement qui traduit la souffrance ou qui fera revenir le défunt, respectons chacun. Ma maman nous a demandé de mettre nos plus beaux vêtements le jour de sa levée de corps. » Martinez Framzier dit « Sa belle famille qui est soi-disant censée l'habiller et tout, lui a-t-elle proposé une tenue qu'elle a refusé de porter ?» Où était la belle famille pour ne pas lui donner des vêtements? Elle était où du vivant de son mari? Comment ça? Mais justement, elle était où? Mais si elle a fui la belle famille du vivant de son mari, il faut maintenant... La belle famille devait venir les habiller, ils ne sont pas venus avec... Non, quand vous intégrez une famille, mes filles, sachez-le, vous intégrez une famille, occupez-vous de votre belle-mère et de votre beau-père. Laissez votre propre père et votre propre mère, c'est votre mari qui s'en occupe. Merci. Message.
Voilà, on a un message de Michel Gachou. Maïra Fankam, elle aurait pu aller se changer quand on l'a interpellée, faire la rebelle jusqu'au point où on annule la levée. Ça en dit beaucoup. Nadette Mia, oui, il faut préciser que ce n'est pas les femmes qui ont annulé, c'est un chef de famille qui a annulé. Il ne s'est pas rassuré de ce que ses sœurs aient donné la tenue à leur chère belle-sœur. Non, le chef de famille prend la décision en dernier ressort. Ça suppose qu'il est épluché. Il s'est rendu compte effectivement qu'il y a eu des propositions. Elle a refusé. Vous avez des veuves qui disent qu'elle ne porte pas ça. Elle va porter son modèle à elle. C'est ça. Tchatchoua Justin nous dit, quand ma mère est décédée, les enfants étaient en blanc, les petits-enfants en bleu, les arrière-petits-enfants en or jaune. Elle nous avait demandé cela longtemps avant sa mort. Justement, ça s'appelle Mbot. Ça veut dire que votre grand-mère a tellement travaillé que ce type de mariage, c'est comme une fête. C'est différent du reste. À notre époque, jusqu'à 55 ans, on ne prenait même pas de collation quand une personne décédait. Schroeder Mégaphone. Je suis sûre que le monsieur avait besoin de vivants et il n'était pas là. La veuve souffrait seule. Maintenant, son mari meurt, elle fait son deuil et ils ouvrent la bouche, parlant de la famille qui est venue arrêter la levée de corps. Merci pour ces petits commentaires. On sait que ça bouge énormément sur Equinox TV. Les débats sont très houleux là-bas. Chacun y va de son commentaire, de son avis. Des insultes aussi. Des insultes en même temps. Bon, vous n'empêcherez pas des gens de dire ce qu'ils veulent en même temps. Parce que c'est l'état de nature. Ouais. Voilà. Si on n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas d'accord avec vous, mais on va quand même dire un peu de politesse quand même. C'est le renouveau qui nous a amené ça. Nous qui étions dans l'ancien régime, on n'avait pas ce type de langage. Parce que même nous qui n'avons pas mis long à l'école, on nous apprenait la morale. Savez-vous que moi je sais même comment je dois me comporter dans la route. Mais aujourd'hui, les docteurs en doctorat ne savent même pas comment on conduit. C'est bien dommage. Merci beaucoup Mbombo. Isabelle Carole, rapidement, que nous dit la toile depuis hier soir? Il y a quand même des sujets pour nous ce matin. J'aime pas beaucoup la pression, Michel Gachou. Il faut? La toile nous dit plein de choses. Vous avez dit avant ce matin que je n'aime pas beaucoup la pression. La pression. Ah, vous n'aimez pas beaucoup la pression? L'organe de beauté qu'on apprécie. Revue des sociaux, vraiment restons concentrés, comme dit l'autre. Alors c'est cette image qui fait le tour sur la toile, cette image où vraiment on observe une scène de violence, parce qu'il faut dire, c'est un chauffeur camion qui a été lynché par les populations. On est là du côté de Lokpom, pour ceux qui connaissent, dans la ville de Douala. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident, justement, dans lequel il était impliqué, ce chauffeur camion, et avec un Ben Skinner qui est décédé sur le carreau. Alors ses amis n'ont pas justement digéré cela, et malgré les forces de maintien de l'ordre qui sont là, ils ont eu réellement de mal à pouvoir sauver ce chauffeur camion des mains de ces conducteurs de moto taxi en furie, parce que justement étant en train de revendiquer comme quoi le décès de l'un des leurs qui n'ont du tout pas supporté, une image qui fait bien tout le tour de la toile où les gens s'indignent de cette vindicte populaire. Un accident, quand il arrive, on comprend tout de suite que c'est un accident. Il n'est pas prémédité à la base. Mais maintenant, pourquoi donc avoir ce courroux des populations qui se déversent, bien évidemment, sur ce chauffeur camion, mototaxi, j'allais dire. Ils sont devenus bien sûr une puissance quand même dans la ville de Douala, parce que on a le sentiment, oui, il y a eu mort d'homme, on est d'accord. Ça choque en même temps. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter, cher Lamine Bachou, tout en disant quand même que nos frères et amis mototaximens que nous aimons tant, sont-ils devenus le pouvoir? Sont-ils au-dessus des lois? Font-ils leurs lois aujourd'hui au Cameroun? Vous vous êtes rendu compte qu'on a essayé de normaliser ce secteur, ils ont fait le poids, le gouvernement a reculé. En demandant de sursoir. Le gouvernement a reculé. Le gouverneur, je ne sais plus si le gouverneur même devrait encore s'exprimer dans une ville comme Douala, lorsqu'il a perdu la face, devant les Bensikineurs, pour un peu qu'on décide, on va vouloir protéger
comme on va dire, il ne faut pas que la ville, il y ait une implosion de l'ordre social. On ne voudrait pas on ne voudrait pas provoquer le trouble parce que le chef de l'État ne supporte pas. Et on laisse les gens vivre dans un incivisme total, monsieur Michel Gachou. Non, j'estime qu'à un moment donné, il ne peut pas avoir une politique à double tranchant. Vous avez les usagers. Regardez comment on interpelle les voitures depuis ces derniers jours. Regardez la violence avec laquelle on traite certains chauffeurs de véhicules et par rapport aux Bensikina qui passent, qui ne respectent pas le feu et tout le consort, ils ne respectent rien dans une république et on dit qu'on va sursoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez des individus, ils tombent en panne. C'est là où ils tombent en panne sur la chaussée qui s'arrête. Si le Bensikina tombe en panne là, sur le goudron, il s'arrête là, monsieur Michel, sur la chaussée, il s'arrête là. Et vous il ne bouge pas. Et il vous insulte. Parce qu'il se dit qu'il a des passe-droits. Vous avez des individus qui arrivent, ils vous arrachent des rétroviseurs sans que vous ne vous rendez compte. Poum, vous allez se prendre. Après, surtout dit Asia, Magra. D'autres même ne prennent même pas le temps de s'arrêter, ils disparaissent. Puis, vous avez ceux qui sortent, vous ne savez d'où ils sortent de Mathusalem, ils mettent la tête, ils traversent. Lorsque vous le raclez, il se lève, ou vous le renversez, il se lève, ça devient des problèmes. Vous voyez les premiers qui arrivent, ils penchent la moto, le réservoir, histoire de prendre pour pouvoir asperger sur votre voiture. C'est scandaleux ce que vivent les usagers de la voie publique. Mais cette description, justement. Même les policiers, permettez, même les policiers ne parviennent plus à contrôler les Bensikina. Je dis même les policiers. Vous prenez feu rouge. Il y a un policier au feu rouge qui souffre énormément, on l'appelle Adebayor. Il souffre énormément. Il faut que je le cite, monsieur. Je n'ai pas son nom complet. C'est Adebayor, on l'appelle Adebayor. Mais regardez comment ce monsieur. Vous voyez les gars, les Bensikina qui prennent sans interdit, ils circulent, ils naviguent comme bon leur semble, ils s'en foutent. Vous prenez les clés, vous lancez, ils disent qu'attends, on va te toucher un jour. Ils s'organisent en communauté, comme désormais ils fonctionnent en communauté. Ils ont réparti la ville de Douala en clans. Vous avez un clan Bamoun, un clan Bafia, un clan Eodo, un clan. Je vous dis que la ville, comme vous voyez à Kouassi, c'est réparti, il ne se retrouve plus n'importe comment. Donc lorsque vous touchez un gars, il lui suffit de 2 minutes, son frère a vu, il descend à l'été. Si c'est les gars d'Alip, vous allez voir tous les gars, les Bensikina allaient monter. Si c'est cité les parmi, vous allez voir, voilà, vous appelez ça les retours. Donc allez donc voir, voilà. Ils ont dit qu'ils en marrent. Je vais vous dire, parce que mais tapez quand même ce qui est les Bensikina ont dit, malgré que la police fait justement barrière, ils ont quand même atteint leur objectif. J'ai discuté avec un Bensikina qui ont dit désormais ils vont traiter les chauffeurs camions comme les chauffeurs camions les traitent. S'il y a un accident, un perd la vie, ils vont faire le coup pour coup. Voilà ce à quoi on est en train d'arriver. Des vendettas qui vont s'organiser dans la ville au nom de ceci que le gouverneur va prendre ses responsabilités. Merci. Et mettre un terme à ces désordres. On va peut-être, petite précision en 1 minute, bon Bengan, sur cette question-là. Vous dites quand même qu'il faudrait assainir au plus vite les mentalités de nos frères camerounais Bensikiman aujourd'hui pour éviter ce type d'acte. Oui, Bensikina et camionneurs aussi. Ouais. Mais davantage des Bensikina. Quand vous êtes conducteur de camion, il y a un espace que vous ne voyez pas. Oui. Parce que c'est élevé. Voilà. Vous ne voyez pas. Et les Bensikina, parce qu'ils sont comme ça, quelquefois même tu les vois passer par-dessus le camion en cas. J'ai dit pas seulement, j'ai dit sous le camion en cas d'embouteillage. Oui, bien sûr. Voilà, tu vois, il passe. Il passe sous le camion. Il passe sous le camion. Disons à ce type de comportement. Or, le camionneur, il est là, le chauffeur de camion est là. Il ne voit pas un certain nombre d'espaces parce que justement, et donc il y a des choses comme ça, ils subissent. Et effectivement, mais comme ils ont réussi à imposer leur comportement, les autorités en ont réfléchi, ils ont même tapé sur un commissaire de police, rendez-vous compte. Oui. Un bon citoyen n'attaque pas les forces du maintien de l'ordre. Mais lui tape sur un commissaire et on ne leur fait rien. Dominique Audrey. Vous êtes sans voix. Je ne savais pas. D'accord. Vous avez, sur le camion, mais oui, j'en ai voilà, vu plein. on le connaît. Et le camion avait les billes de bois, hein. Avec les billes de bois. Il y a embouteillage, les Bensikiman, enfin les Bensikiners, si vous voulez, choisissent de passer sous le camion. On ne sait pas à quel moment le camion peut démarrer. Et c'est comme ça que lorsqu'il perdra sa vie, et ils vont se rassembler ou battre sur le chauffeur. C'est incroyable. Vous comprenez? Mais quand même, moi je pense que en tant que Camerounais, ici à Douala précisément, et je le dis, allez un peu au carrefour des immeubles. On a des Camerounais là-bas. Vous ne savez pas, vous voyez des enfants de 15 ans, Bensikiner, 14 ans, Bensikiner. Allez au carrefour des immeubles là, Koto. 14 ans, des enfants. Vous vous demandez, mais
Tu demandes, mais attends. Parfois, vous posez la question, mais dis-moi, tu as quel âge? Il ne sait même pas s'exprimer. Il ne sait même pas où il t'amène. Si tu ne lui dis pas, ben non, écoutez, moi je prends encore des motos, laisse-moi. Il ne sait même pas où ils amènent. Mais ils ont quand même des motos. C'est incroyable. Mais on fait quoi finalement pour assainir ce milieu? On doit rester comme ça? Et beaucoup d'entre eux viennent des pays amis. C'est bien. Mais ils ne vous entendent même pas. Mais c'est parce qu'on leur donne trop de pouvoir à Michel Ngachu. On doit pouvoir réguler. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit pouvoir le réguler. On doit pouvoir l'assainir. Souvenez-vous, on a parlé de ça ici. Ils sont venus le lendemain au bas de l'immeuble et qui nous dit que vous allez parler là-bas chez vous. Et le lendemain, la communauté est sortie nous demander de payer nos papiers. Il fallait nous donner au moins un mois. Mais régularisez-vous. Mettez-vous justement, mais soyez de vrais citoyens. Non, mais dans pareil cas, il ne faut pas qu'on se leurre. On a envie de se tourner vers le numéro 1 de la région du littoral. Parce que oui, c'est le Pour le littoral d'abord, on a envie d'indexer le gouverneur. Parce que s'il veut que ça change, ça va changer. S'il impulse ça, ça va changer Michel Ngachu. Mais tout le temps de dire que non, je vais taper du poing sur la table et rester là à ne rien faire, vraiment. Le mal est tellement profond. Regardez comment il se comporte. Vous voyez des forces de maintien de l'homme, mais ils réussissent quand même à les dépasser pour faire n'importe quoi. Il y a une petite précision. Ces personnes se croient tout permis. Comment vous expliquez que des Bensikina qui prennent des motos à point 5 ou point 6 démarrent ici en bande? Ils font tout l'axe lourd jusqu'à Bouddha. Toute la ville. Mais dites-moi, ça fonctionne comment? C'est quel pays ça? Petite précision. Nous qui n'avons pas encore de voiture, on prend encore les motos. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, monsieur Carlos Minuit, arrêtez de vous exclamer. Non, pas encore les motos. Alors, qu'est-ce que nous on fait? Non, je prends encore la moto, c'est quoi? Vous avez honte de dire, moi je prends la moto. C'est quoi le problème? Vous avez honte de dire ce que vous êtes? Oui. Nous on emprunte encore les motos et ça ne nous pose pas de problème. Vous dites, moi j'habite à Koto, je vais à Aqua, je vais vous prendre 700 francs. Il prend quand même la peine de vous dire, on va quand même vous bâcher, grand frère. J'ai dit, mais je vous donne 700 francs de carrefour, de carrefour des immeubles à Koto et vous trouvez quand même le toupet de midi, vous allez me bâcher. Mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes de nos frères? En tout cas, passons. Trop de sujets. On en reparle. On passe, mais il faut leur faire savoir que, vraiment, à un moment donné, qu'ils se mettent à la place, qu'ils changent de mentalité. Ouais. Parce que tous les jours, vraiment, combien de personnes décèdent? Je vous dis, allez au carrefour. Est-ce qu'ils ont besoin de quoi? Dès qu'ils font 2 tours stade, c'est terminé. Vous verrez. Lorsqu'on fait une formation, il y a quand même la base qu'on vous apprend. Quand vous regardez les dépassements de ces gens sur la route, ça fait quand même froid dans l'eau. Vraiment. Dit que sous les camions. Vous avez dit que le chef de l'État regarde ce programme, non? Mais même ce chef de l'État regarde le programme. Finalement, se rend compte que lui-même, le chef de l'État ne peut rien faire. On ne comprend pas. Non, si vous dites ça, il peut le faire, Michel. Vous interpellez le numéro 1 de la région. Oui. Ça veut dire justement que le gouverneur laisse faire exprès. C'est le gouverneur même qui est le problème en réalité. Soit il ne peut plus. Donc, ça veut dire que c'est le gouverneur le problème des mototaximens. Parce que lui, c'est lui le problème. Alors, si lui laisse justement les mototaximens faire ce qu'ils veulent, ça veut dire que nous nous sentons en insécurité avec le gouverneur de la région littorale. Simplement. C'est ce qu'il faut le dire. Évoluons. Alors, on va donc parler de cette tragédie du côté de Yaoundé, voilà, où cette dame qui a donc perdu la vie, retrouvée morte dans son domicile, du côté donc bien sûr de Yaoundé, comme je le disais tantôt. Il s'agit de Claire Charlotte Ngono, épouse Mendo. Voilà, il faut dire que son mari, qui est officier de l'armée camerounaise, parle bien sûr du suicide de sa femme. Une thèse que rejette en bloc la famille de cette dernière, qui parle donc bien évidemment de ce que celle-ci serait décédée à cause de son mari, c'est ce dernier qui l'aurait donc évidemment tué. On a aussi pu avoir la fille de la défunte qui parle aussi de ces crises, de ces violences régulièrement observées au sein de ce couple, voilà, qui était ensemble depuis 21 ans déjà. Aujourd'hui, cette dame qui est décédée, cette jeune fille en question, la fille de la dame décédée, qui parle bien sûr de ce que, même avec cette arme, le monsieur avait l'habitude de menacer et la femme et les enfants. Il était réputé pour être violent, mais cette fois-ci, ça a très mal tourné, parce que justement, cette dame qui aujourd'hui est bel et bien décédée, malheureusement. Elle est décédée par balle. Elle est décédée... Il y a une enquête en cours, parce que le monsieur, il y a 2 thèses. Non, il n'y a pas eu de balle. Il n'y a pas eu de balle. Il n'y a pas eu de balle, peut-être comme vous le dites, mais il y a 2 thèses. Le mari qui fait savoir justement que cette dernière s'est suicidée à l'aide d'une cravate. C'est ce que le monsieur, lui, fait savoir.
Mais la famille rejette cette thèse. Nous vous rappelons que c'est un officier supérieur de l'armée. Hein, donc, Oui. D'ailleurs, c'est depuis hier matin que ça tourne sur les réseaux sociaux. Et elle qui était enseignante de SF au lycée La Stevette et qui a finalement été affectée au lycée de Nkolbison, c'est pas très loin de là quand même. Ça s'est passé à La Stevette précisément. C'est très récurrent, hein, Michel Ngatou. Et écoutez, si on en parle là maintenant, on dira qu'on a indexé un haut commis de l'armée. Non, on parlait de mais l'acte, non, sur l'acte il y a justement. il y a une sérieuse crise dans les foyers Franchement. et dans les familles en ce moment. Nous avons modifié, et c'est ça que nous disons tous les jours, Bambok et moi, on a modifié la substance familiale à travers l'adoption, l'intégration des comportements occidentaux. On a occidentalisé, M. Michel Ngatou, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. On a occidentalisé nos manières de faire et on se retrouve à ceci que nous devenons des hybrides. On ne sait pas à quel moment il faut être occidentalisé, à quel moment il faut être traditionnaliste. On chevauche, on chevauche. Revenez à vos cultures. Il faut vraiment qu'on pense à organiser un colloque sur la famille, qu'on pense à organiser véritablement une assise pour permettre aux gens de comprendre le véritable rôle et le sens de la famille. Quelle est la complémentarité que la femme apporte? Quelle est celle de l'homme? Comment vivre en harmonie? La gestion des conflits. Comment on gère les conflits en famille? Je vous assure, trop d'individualisme dans les foyers et on ne peut aboutir qu'à ça. Malheureusement, nous n'encourageons pas. C'est des actes vraiment qu'il faut. Le sujet est pertinent, cher Membatou. Oui. Merci beaucoup. Bon, Bengan a pris la graine et puis on compte sur vous pour organiser ce colloque. Bon, Bengan. Merci beaucoup. Allez, on va passer à autre chose. Isabelle Carole, un sujet qui vous tient à cœur ce matin. Oui, on va passer à cet autre sujet. Oui, bien sûr, c'est le Premier ministre ivoirien qui fait la une aussi sur la toile. Son état de santé qui inquiète plus d'un. Voilà donc Patrick Hachi, 65 ans, qui est donc arrivé en France par vol spécial dans la nuit de lundi au mardi. Voilà, pour des soins. Il est le 3e Premier ministre que connaît donc justement cette Côte d'Ivoire. Et justement, cette situation qui inquiète parce qu'on a donc le décès très récent de ces deux précédents, justement, à ce poste-là. Aujourd'hui, son état de santé inquiète plus d'un et qui espérons justement que ce ne sera pas la même fin. Hein, ce poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire, que se passe-t-il décidément? Et bon, l'a dit, on entame l'émission qu'il faudrait peut-être que les ancêtres réagissent. Qu'on supprime d'abord le poste. Supprime d'abord le poste parce que ça sent pas bon d'avant bon Bengan. Pas du tout. Être Premier ministre en Côte d'Ivoire désormais devient... Premier ministre. Hein? Comment vous comprenez ça? Quand on vous nomme, on dit déjà repose en paix. Bon. Voilà. Non. De manière plus sérieuse, il faut qu'on supprime ce poste. Non, il y a des autorités. On se fait mal en poste. Pourquoi pas? Qu'on le laisse vacant. D'abord, ils sont restés sans Premier ministre. Après le décès de Houphouët-Boigny, en 1992, ils sont restés sans Premier ministre à un moment. Et après, le Cameroun est resté sans Premier ministre, je pense, de 71 à 75. On peut supprimer ce poste. On doit supprimer ce poste. Ouais. On doit supprimer ce poste. D'abord, ce poste commence à porter des problèmes avec l'actuel président. Ses origines, son engagement avec le Fonds monétaire international et tout. Et il est devenu président aujourd'hui. Il veut balayer autour. C'est comme si lui-même, en étant nommé Premier ministre au Houphouët-Boigny, il y avait des velléités. Bon, ça se répète. Et quand les anciens, je veux dire les ancêtres, ne sont pas d'accord avec quelque chose, on vous le fait savoir. Quitte à vous de vous asseoir, revoir avec eux quelle est la formule, la bonne à utiliser pour l'épanouissement des Ivoiriens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Au moment où on commence à parler de réconciliation, est-ce qu'on va vraiment vers la réconciliation? La Côte d'Ivoire ressemble au Cameroun. Plein de sectes venus de l'étranger, de l'Orient, de l'Occident et tout. Et on amène toujours le pouvoir traditionnel à se mouvoir à sa plus simple expression. Vous ne pouvez pas vous épanouir comme ça, chers amis. Mais voilà.
C'est un poste à supprimer pour le moment. Merci beaucoup, Mbon Bengan. Merci, Charles Hamel. Merci, Isabelle Caron-Zoupet, Dominique Gaudreau-Yengelek. Madame, Messieurs, vous êtes toujours nombreux à nous regarder chaque matin. Merci de la fidélité que vous nous faites sur notre antenne, mais surtout avec notre télévision. N'oubliez pas, on aime à vous le rappeler chaque jour, si vous ne faites pas la politique va vous faire au Cameroun précisément. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Donc, s'il vous plaît, ouvrons les yeux, allumons nos cerveaux, car demain doit être construit. Et c'est ensemble qu'on devrait le faire. À lundi, 10h.